Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième table ronde de cette journée OFP. Vous voyez le programme s'afficher derrière moi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conférence Ambition France Transport qui nous a occupés pendant quelques mois au printemps jusqu'au début de l'été. Nous aurons environ 1h30 de débat. Et à la fin du débat, nous aurons le plaisir d'accueillir le ministre Philippe Tabarot pour une intervention conclusive de cette matinée. Et puis le programme aussi continuera cet après-midi après la pause déjeuner. Mais d'ores et déjà, je vais accueillir les différents intervenants de cette deuxième table ronde, à commencer par Dominique Bussereau, président d'Ambition France Transport et ancien ministre des Transports. Dominique, si vous voulez bien me rejoindre. Comme les bons élèves, vous mettez au fond de la scène. Mais, voilà, merci de nous avoir rejoints, Dominique, pour nous faire partager dans un instant votre analyse de ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je vais demander à Mathieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, de me rejoindre aussi. Stéphanie Lopez-Acevedo, de l'UTPF. Merci Stéphanie d'être avec nous pour la branche ferroviaire, pour nous dire aussi son analyse. François Philizot, monsieur le préfet, que vous connaissez beaucoup, qui est, j'allais dire, le passionné des lignes de desserte fine de territoire et qui est en train de commettre un rapport au sens premier du terme. Merci, monsieur le préfet, d'être avec nous. Raphaël Doutrebente. Raphaël, président de l'Alliance 4F et d'Europort, double casquette. Et une double casquette aussi pour Alexandre Gallo, qui est à la fois président d'AFRA et président de DB Cargo France. Voilà, le casting est là. Bon, il est légèrement masculin, mais merci Stéphanie de me permettre d'animer cette table ronde. Je signale que je n'anime plus de table ronde 100% masculine. Donc c'est une décision. Donc voilà, heureusement, Stéphanie, tu as rompu cette unanimité. Cher Dominique, cette conférence Ambition France Transport du printemps a été très riche. Certains ont même paru surpris de tout ce qui s'y est dit. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu notamment un atelier 4 sur lequel on va revenir et je voudrais avoir un peu quelques mots sur la façon dont vous avez reçu tous ces échanges pendant les semaines du printemps. Manifestement, ça a permis de poser beaucoup de choses sur la table et d'échanger avec, on y reviendra aussi, avec des partenaires qui sont intéressés par investir. En gros, Dominique, quelques mots sur votre expérience de ces échanges pour le fret ferroviaire pendant la conférence. Merci Gilles et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je présente par avance mes excuses parce que je devrais partir un peu avant la fin de cette table ronde dans un tout petit peu moins d'une heure. L'intérêt de cette conférence, je crois que chacun l'a noté parce qu'elle était attendue plutôt au départ sur les SERM, les services express régionaux métropolitains, c'est comme ça que la loi initialement l'avait prévu, c'est qu'elle ait eu lieu. C'est-à-dire qu'on ait pu, dans une période politique complexe, l'adjectif est certainement insuffisant, qu'on ait pu pendant 4 mois, 3 mois, faire travailler toutes celles et tous ceux qui comptent en France dans le domaine du transport, des parlementaires, députés et sénateurs de toutes obédiences politiques, le monde du transport public, le monde ferroviaire, le monde routier, le monde fluvial. On n'a simplement pas traité du maritime parce que c'est un mode de transport internationalisé, simplement des accès naturellement aux grands ports maritimes ou aux ports territoriaux. Et on n'a pas traité non plus de l'aérien pour les mêmes raisons, mais on a parlé bien sûr de l'accès à nos aéroports. Qu'est-ce qu'il en ressort? D'abord le fait que les gens ont appris à se connaître et à travailler ensemble, que ça crée un état d'esprit. Et je vais prendre une comparaison dans le temps qui n'est pas très ancienne. Le Grenelle de l'environnement, autour de Jean-Louis Borloo, dans les années 2008, 2009, 2010, ça a marqué les esprits,
même si après il y a eu un changement de président de la République, changement de majorité parlementaire et donc de gouvernement, l'esprit de Grenelle a continué d'infuser dans la société française et dans le monde des transports en particulier. Là, il y a un esprit Ambition France Transport. Il y a un esprit Ambition France Transport, un esprit sur l'ambition. Et l'ambition, Philippe Tabarot vous en parlera tout à l'heure, c'est la loi cadre qu'il est en train d'élaborer avec la DGTM et avec également son cabinet et tous les acteurs, en particulier les parlementaires qui ont participé à cette conférence. Donc il y aura une loi cadre, elle sera devant le Conseil d'État, je pense, avant la fin de l'année, donc devant le Parlement au début de l'année prochaine. Évidemment, elle est liée à la situation politique incongrue de notre pays. Il n'empêche qu'elle va exister et que j'ai vu le texte, enfin en tout cas les avant-projets tels qu'ils existent actuellement, qu'ils circulent, tout à fait conformes aux conclusions de la conférence. J'observe en plus, et je parle sous le contrôle de Raphaël, que l'atelier fret, il y avait 4 ateliers. Le transport public urbain, le ferroviaire, les transports routiers et autoroutiers et le fret. L'atelier fret continue de travailler. Raphaël et d'autres, autour du député Gérard Le Seul et de l'économiste Karine Blanquart, continuent de se réunir. Voilà, c'est ça l'esprit. Et on fait tous un peu la prévente. Hein, c'est-à-dire que chacun continue d'en parler pour que les décisions que nous avons prises, mais on n'a pas le pouvoir de décision, on a le pouvoir de donner à l'esprit du gouvernement et du Parlement des décisions, sont dans le bon esprit en particulier, et Raphaël a beaucoup insisté là-dessus pendant nos travaux, l'association du privé. De bien voir qu'on ne peut pas, par exemple, à la fois rénover le réseau ferroviaire classique, comme cela a été décidé, comme Mathieu Chabanel le mettra en œuvre au cours des années à venir, et en même temps trouver le même argent public pour les lignes nouvelles. Donc il faudra, dans des tas de domaines, trouver des montages astucieux entre le rôle du public et le rôle du privé. Et on a eu des manifestations d'intérêt du secteur privé, qu'il s'agisse des grands investisseurs, du secteur bancaire, de la Caisse des dépôts, des fonds d'infrastructure, de fonds européens également, sur l'investissement dans le transport en France, dans les infras et dans le ferroviaire en particulier. Et tout ça est, à mon avis, très porteur d'avenir, même si les chiffres du fret sont moins bons en circulation que les chiffres du transport de passagers dans la période actuelle. On sent bien qu'il y a un renouveau du ferroviaire dans le monde entier, en Europe en particulier, mais dans le monde entier, et que la France, qui a toujours joué un rôle d'exception dans la création ferroviaire, a véritablement un rôle à jouer, en poussant également nos idées au niveau européen, car beaucoup de ressources ou de projets doivent être menés naturellement au niveau européen. Merci. Le secteur du fret, les professionnels qui sont réunis aujourd'hui sont habitués depuis déjà de très longues années à des incantations en faveur du fret ferroviaire qui ne sont pas toujours suivies des faits. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, à l'issue de cette conférence et après d'autres process comme le schéma national de développement du fret ferroviaire, et je ne vais pas tous les énumérer, est-ce qu'il vous semble possible de sortir un peu de cette ambiance un peu paradoxale où il y a beaucoup d'incantations et des résultats parfois décevants? Oui, moi j'en ai présenté pas mal moi-même pendant les 5 ans, 2 fois que j'ai passé au ministère des Transports, et parfois on avait en effet le sentiment de parler pour les caméras et pas forcément pour la réalité. Ce que je note, c'est que dans les décisions de la conférence, il y a des choses très concrètes. Par exemple, le fait qu'on mette l'accent sur la résilience du réseau principal, sur lequel circulent les trains intercités des TER et le fret, en particulier la nuit, mais pas seulement, est un élément très concret. On voit bien les grands axes en dehors des LGV. Si on prend les grands axes, par exemple, qui partent de Paris vers le sud-ouest, l'électrification Paris-Orléans à date 1930, d'avant la création de la SNCF, 1933, Orléans-Vierzon, 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on voit bien qu'on a des réseaux, pas seulement la voie, mais également les systèmes électriques ou de signalisation qui méritent d'être profondément modernisés. Tout ça profitera au fret. Le travail que fait actuellement David Valence, qui a beaucoup participé à la conférence en tant que président du comité d'orientation des infrastructures, également très important, pour essayer de revoir un peu les classifications et priorités en matière d'infrastructure. Et le nouveau rapport Félizeau, cher François,
que vous allez préparer sur revoir la carte des lignes fines de dessert du territoire est également très important. J'en parlais avec François Félizeau à l'instant avant que ne commence cette table ronde. J'ai été très intéressé par le langage des régions. Les régions, on le savait, ont mis le paquet sur le ferroviaire. Alors, paquet, bien sûr, sur le TER. Enfin, ça implique à chaque fois de rénover des lignes pour faire circuler les TER. Parce que moi, j'avais dans ma région Nouvelle-Aquitaine des lignes où on circulait parfois à 60 pendant 40 ou 50 km et des ralentissements à 30 pendant 20 ou 30 km. Donc, quand une région avec réseau et d'autres partenaires rénove une ligne locale, ça a des incidences très importantes. Et les régions nous ont dit très clairement qu'elles étaient prêtes à s'engager encore plus, à condition, et ça sera l'objet des travaux du préfet Félizeau, à condition qu'on regarde bien si pour certains axes entre les chefs-lieux de département et les chefs-lieux de région, évidemment, ça concerne beaucoup l'Occitanie, Carole Delga pense à un certain nombre de lignes dans sa région, si l'État s'engage un peu plus, ils sont prêts, eux, à reprendre à 100% un certain nombre de lignes. Et ça, je le trouve important. Et ça peut concerner aussi bien des lignes fines de dessert du territoire avec trafic TER que des lignes uniquement fret. J'étais heureux dans ma région de voir que sur les itinéraires autour des carrières des Deux-Sèvres en allant vers le nord ou en allant, enfin, surtout vers le sud, vers Niort, il y avait pu avoir un accord pour rénover une ligne purement fret. Voilà, donc il y a un état d'esprit favorable au fret. Et puis un dernier point. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au transport comme jeune parlementaire dans les années 80-90, quand on allait aux États-Unis, les entreprises de fret ferroviaire américaines étaient toutes au bord de la faillite. Aujourd'hui, quand vous regardez la bourse de New York, vous percevez que sont parmi les entreprises américaines qui ont les meilleures rentabilités. Pourquoi ? Parce qu'en signant l'ALENA et en faisant des trains directs de fret qui vont de Mexico à Vancouver, en traversant le Mexique, les États-Unis et le Canada, on a créé un marché à une telle échelle que le fret ferroviaire est pertinent. Et malgré les différences d'écartement, malgré les différences de signalisation, malgré les différences d'électrification, je pense que l'agrandissement de l'Europe, son ouverture, fait qu'aujourd'hui, le fret ferroviaire à longue distance sera de plus en plus pertinent. Avec ce cas particulier de la mobilité militaire que nous avons traité, Raphaël également, dans la conférence. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien que si on va envoyer des chars Leclerc en Roumanie, ce que la France a fait il y a quelque temps, on n'a pas pu les faire passer par l'Allemagne pour des réseaux de gabarit ou de poids sur le réseau autoroutier allemand en fort mauvais état, je le reconnais, mais les faire passer par la voie maritime avec des itinéraires très complexes. Donc aujourd'hui, regarder sur le réseau français et sur le réseau européen les points d'achoppement pour la mobilité militaire, c'est également un point très important. Et oser le faire en matière de défense nationale, c'est fondamental. Merci Dominique. Je reviendrai tout à l'heure plus spécifiquement sur le PLF et la loi cadre pour nous faire profiter de votre expérience de toutes ces discussions compliquées au Parlement. Mais je voudrais demander à Raphaël Loutrebente justement, qu'est-ce qui intéresse ces fameux investisseurs qui ont été intéressés par discuter du fret ferroviaire ? Pourquoi ce dialogue s'est noué ? Qu'est-ce qui t'est apparu important dans cet échange avec eux ? Déjà, ce qui a changé les choses, c'est que, juste rappeler que l'Alliance 4F regroupe l'ensemble des opérateurs ferroviaires. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, d'inédit, et qu'on est allé à la conférence tous ensemble. C'est-à-dire avec une feuille de route où mes pairs de 4F étaient parfois un peu inquiets en disant Raphaël va peut-être pactiser avec les routiers, mais il fallait trouver les bonnes accroches. Et notre feuille de route, ça a été de travailler en amont sur des projets d'infrastructure permettant à des financeurs privés de venir s'installer dans ce schéma. Ce qui n'était pas évident, hein, puisque à chaque fois on dit c'est Réseau qui va se débrouiller, qui va payer, c'est la région qui va payer. On voit bien qu'au bout d'un moment, comme il n'y a plus d'argent, il faut être innovant. Et on a fait un travail avec plusieurs fonds d'infrastructure qui ont d'ailleurs été réunis à Bercy. Ce qui est dommage, c'est les ministres avaient un conseil des ministres, on l'avait tous vu, donc ils n'ont pas pu assister. Mais ce que demandent les investisseurs privés
qui ont aujourd'hui de l'argent à investir. Hein. La France n'est pas si morose que ça. Alors, si on veut être morose et se lever morose, on peut se lever morose. Mais franchement, il y a de l'argent et ils sont prêts. D'ailleurs, il y en a dans la salle qui me sourient encore. Donc, je suis plutôt assez content de voir que, et même presque éclate de rire. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais franchement, l'idée, c'est présentez-nous des plans. Donc, on a travaillé avec Réseau à l'issue. Et une très bonne collaboration avec Réseau pour présenter lesquels seraient intéressants, évidemment. C'est sûr. Ouais, c'est sur des terminaux, c'est sur des ITE, on a évidemment évoqué ensemble le contournement de Lyon, puisque j'ai été auditionné par Madame Marie-Guy dans le cadre du budget. D'ailleurs, j'ai fait le constat que j'avais été tellement ferme dans mes besoins qu'on en avait 3 milliards suèdes de trop par rapport à ce qu'on avait demandé. Voilà, donc le réflexe a été de me dire, Raphaël, c'est super, on en a plus. Oui, mais si on donne à Mathieu 3,7 milliards pour l'année 2026, ça m'étonnerait qu'il arrive à faire des travaux pour 3,7 milliards. Donc mais c'est quand même important pour vous expliquer l'absurdité, parce qu'on a tous été auditionnés, que ce soit l'AFRA, 4F, et GNTC et autres, pour expliquer le bien fondé d'avoir des vraies infrastructures. Le seul truc qu'on m'a commencé à me dire en début d'interview, ça a été, d'interrogatoire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'audition, merci. C'est vrai, j'avais oublié le terme. Mais, eh bien... L'interrogatoire, c'est... Ouais, c'est... En avance de phase, peut-être. C'est vrai qu'à la fin, c'était peut-être un interrogatoire dans l'autre sens. Mais la première chose qu'on m'a dit, c'est oui, on va faire des tunnels, mais est-ce que vous avez pensé à la biodiversité? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Oui, on a pensé à la biodiversité quand on fait du train, Madame la députée. D'ailleurs, on lui a donné tellement d'informations que ces deux adjoints qui prenaient des notes ont arrêté de prendre des notes, ils ne suivaient plus. Et à la fin, elle nous a dit, tenez, faut vous tenir. J'ai dit, mais ça, on va tenir. Voilà. Mais pour vous dire qu'on a quand même passé un certain nombre de messages pour aller chercher des investisseurs privés, parce qu'au début, c'était pas évident. Hein. Raphaël, on t'aime bien, on aime bien 4F, on aime bien Alexandre Gallo à la fin, mais qu'est-ce que vous allez nous présenter avec Réseau? Et à la fin, ils ont dit, Banco, on vient à Bercy, et surtout, en revanche, il y a une chose importante à retenir, et ça, il faudra qu'on le redise à Philippe Tabarot, mais qui en est heureusement convaincu, mais il nous aide beaucoup, c'est ne changez pas le schéma législatif, réglementaire en France. Si vous changez les règles, on ne va pas trouver ceux qui nous sont nos mandants et qui ont le cash, ils vont nous dire non, n'allez pas là-dedans. Merci. Le PDG de SNCF Réseau, Mathieu Chabanel, qu'est-ce qu'il retient de ces quelques semaines d'échanges, mois d'échanges, à la fois des besoins exprimés par l'ensemble des acteurs, des besoins souvent urgents, et puis la disponibilité peut-être de capitaux privés. Que peut faire SNCF Réseau pour le fret à l'issue de cette mobilisation ? Non, mais effectivement, on retient beaucoup de choses, et d'ailleurs beaucoup de choses ont déjà été dites par Raphaël et Dominique Bussereau. Moi, comme Dominique Bussereau, je retiens d'abord le fait que la conférence ait eu lieu et qu'elle ait abouti à des positions consensuelles entre des acteurs qui étaient représentatifs. Parce que c'est assez facile d'aboutir à des conclusions consensuelles si on choisit les acteurs qui sont déjà d'accord au départ. Là, ce n'était pas nécessairement le cas. Il y a eu des vrais travaux dans les ateliers, entre les routiers et les ferroviaires dans l'atelier sur le fret, entre les régions et l'État dans l'atelier sur le ferroviaire. C'était pas évident que ça aboutisse à des positions consensuelles, et ça a été le cas, et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. La deuxième chose que je retiens, ceux qui m'entendent régulièrement ne seront pas étonnés, c'est quand même la nécessité des investissements dans le réseau structurant. Il y a besoin d'investissements spécifiques au fret, mais il y a d'abord besoin de ces investissements dans le réseau structurant qui bénéficient directement au fret. Je reprends deux exemples. Cette année, le plus grand chantier de France, il a lieu 2 jours entre Orléans et Paris. Alors, il a lieu 2 jours pour préserver le fret, et sur un axe majeur pour le fret, et sur lequel on aurait eu des baisses de qualité de service si ça n'avait pas été le cas. Et sur 2026-2027, on va avoir le plus grand chantier de France de nouveau, qui va avoir lieu sur la rive droite du Rhône, sur un axe qui est fréquenté quasi exclusivement par le fret aujourd'hui. Et là aussi, ou si on n'investissait pas, on aurait des baisses de performance. On sait déjà que la performance n'est pas toujours au rendez-vous, je pense qu'Alexandre le dira tout à l'heure. Mais si on ne faisait pas ces investissements,
là, pour le coup, on serait certain de pas s'y retrouver. Donc, ces investissements sont quand même le cœur du sujet. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des investissements spécifiques pour le fret qui ont été identifiés, qui sont déjà en marche, qui ont démarré, puis il faut rendre ça aux ministres successifs, qui ont démarré avant Ambition France Transport. Il y a plus d'investissements aujourd'hui dans les triages, il y a plus d'investissements dans les capillaires, il y a plus d'investissements dans les voies de service que dans les années précédentes. C'est pas encore à la hauteur des besoins, hein, si on veut suivre la trajectoire qui a été co-construite par le secteur, ça aussi. Grand changement, hein, pas des trajectoires construites par réseau et ensuite envoyées au secteur pour recueillir un vague avis pour la forme. C'est une trajectoire co-construite par le secteur qui s'appelle Ulysse Fret. On est aujourd'hui sur des niveaux d'investissement qu'on n'a pas connus dans le passé, ou en tout cas qu'on n'a pas connus avant la crise sanitaire, même si on sait qu'il faudra encore les accroître dans les années à venir. Et puis sur les capitaux privés, nous, on voit ça d'un très bon œil, hein, parce que tout ce qui peut venir augmenter les niveaux d'investissement dans le ferroviaire est une bonne chose, parce que plus d'investissement égale plus de trafic égale une mission de SNCF Réseau mieux accomplie. Après, sur les capitaux privés, il ne faut pas se mentir non plus. Il n'y a pas des mécènes du ferroviaire qui viendraient en faisant des dons en contrepartie de leur nom sur des locomotives ou sur des poteaux caténaires. On peut peut-être essayer, mais je ne suis pas sûr qu'on lève l'argent dont on a besoin. Donc les capitaux privés, et ça avait été bien manifesté à la séquence à Bercy, ils ont besoin d'être rémunérés. Et donc ensuite, ils sont rémunérés soit par les utilisateurs, et je pense que par exemple sur les terminaux de transport combiné, on pourrait avoir une rémunération par les utilisateurs, soit ils sont rémunérés par la puissance publique. Et quand on parle par exemple du contournement de Lyon ou des accès au Lyon-Turin, les capitaux privés, il faudra qu'ils soient rémunérés. Ils ne pourront pas être rémunérés par des péages fret qui seraient multipliés par 10 ou 15 par rapport à aujourd'hui. Il faudra bien qu'ils soient rémunérés par la puissance publique. Mais ça offre la capacité à la puissance publique de lisser dans le temps ces investissements. C'est ce qu'avait fait Dominique Bussereau quand il y a eu les 4 LGV qui ont été construites. Et ça offre aussi une capacité de démultiplier ces investissements. Mais à la fin, les capitaux privés, c'est très bien, nous on y est très favorable, mais il y a bien quelqu'un qui paye. Et est-ce que, comme pour ces 4 LGV, il y a des perspectives concrètes dans les années, dans les mois à venir, aussi bien sur les terminaux que sur les contournements tels qu'ils ont été cités ? Sur les grands projets de désaturation, c'est au cœur de la mission qui est en ce moment celle du COI de regarder ces grands projets d'investissement. Et dans les projets d'investissement qui sont regardés par le COI en ce moment, pour le ferroviaire et le fret ferroviaire, il y a notamment les projets de contournement de Lyon et d'accès au Lyon-Turin. Et puis sur les terminaux, il y a une réflexion en lien avec la DGITM sur le schéma national des terminaux de transport combiné, où je crois que, en tout cas, SNCF Réseau et les opérateurs, nous sommes convaincus qu'il y a moyen d'attirer de l'argent privé à cette occasion-là. Alexandre Gallo pour l'AFRA et DB Cargo France. Malgré tout ce qui s'est dit à Ambition France Transport, il y a un peu une petite musique en ce moment de dire finalement le fret, le transport de marchandises va être aussi être assuré demain par des sortes d'autoroutes électriques, des trains de camions, etc. Pour le président de l'AFRA et de DB Cargo, il y a un avenir vraiment fort pour le fret ferroviaire dit classique. Les clients sont là et poussent à davantage de trafic, ou est-ce qu'on est dans un cycle un peu moyen ? Je dirais qu'aujourd'hui, les clients, ils sont là. Et il y en a dans la salle. Il y a des transporteurs routiers, il y a des clients nouveaux qui veulent venir, des clients courageux qui veulent prendre des risques, et puis des transporteurs routiers qui ont devant eux un mur d'investissement. Je rappelle que c'est 56 milliards pour venir verdir la flotte de camions. Donc c'est énorme et ce ne sera pas possible. Donc le fret ferroviaire est là aujourd'hui. Et encore une fois, on a beaucoup de demandes de clients, mais pour faire du report modal, on a besoin de performance. Alors la performance, ce n'est pas uniquement un contrat de performance entre le gouvernement et SNCF Réseau, enfin entre l'État et SNCF Réseau. Peut-être un contrat de performance qui va encore être négocié en catimini, Mathieu, je ne sais pas, mais mon petit doigt m'a dit qu'il n'y avait pas trop d'objectifs chiffrés dedans. Et quelle entreprise peut fonctionner sans objectifs ? C'est une vraie question que je pose. On a aujourd'hui, je ne veux pas jouer les troubles faits, mais grâce au miracle de Dominique Bussereau pour la conférence Ambition France Transport, qui a déjà réussi à mobiliser Raphaël pendant un mois au mois de juillet, et ça c'était top parce qu'on a eu la paix. Mais au-delà de ça...
Et on ne peut pas me taxer de ne pas soutenir ni SNCF Réseau, ni d'avoir d'amitié et d'estime pour Mathieu. Mais les amis sont là pour dire aussi la vérité. Alors là, c'est vrai que l'attribution des sillons s'est améliorée, et grandement. On voit que le taux d'attribution s'est amélioré, mais en revanche, la performance opérationnelle, elle n'est pas encore au rendez-vous. Hein, et elle l'est de moins en moins au quotidien. Il y a encore une quinzaine d'années, on pouvait faire un train Marseille-Paris en ME 120, et pas à 140 ou pas à 160, hein, et on partait à 20h le soir, et on arrivait à 5h du matin à Valenton. Aujourd'hui, c'est impossible. Et ce n'est pas forcément dû à la saturation des trains de nuit de voyageurs. Hein, on est bien d'accord. Il y a quand même un vrai problème, et pas uniquement que de travaux. Des exemples pratiques, parce que je suis dans les opérations quotidiennes, comme beaucoup d'entre nous. Quand on a besoin d'une consignation caténaire pour n'importe quel problème, le vendredi après-midi, il faut attendre le mardi matin pour l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est indiqué dans le DRR que la PSEF a 5 jours pour intervenir. Voilà. Donc 5 jours. Moi, pendant 5 jours, je vais expliquer à mon client, qui est l'opérateur de transport combiné, qui est le chargeur. Ah ben non, je ne peux pas parce que je ne peux pas toucher au wagon parce qu'il y a une consignation caténaire et que la PSEF ne veut pas le faire. Alors, pareil, je vais reprendre juste l'exemple. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'obtenir un sillon long parcours en dernière minute relativement rapidement, parce qu'il faut que ça passe par tout le cheminement des COGC. Donc, il y a un vrai saut de performance aujourd'hui à faire pour obtenir. Le pognon, maintenant, Mathieu, tu l'as, comme dirait Franck Dersin, ou tu vas l'avoir en tout cas, mais je pense qu'il va falloir y aller. Ce secteur, aujourd'hui, ne peut plus se contenter de venir, pour certains, équilibrer ses comptes avec des subventions. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Moi, si seulement on respecte les vitesses de circulation telles qu'elles sont prévues, ME 120, MA 100, je peux retirer 2 JS par train. 2 JS par train, mon gain annuel en vente, il est de 27 millions d'euros. Je vais forcément donner la parole à Mathieu Chabanel après ces quelques suggestions d'amélioration de la performance. Mathieu, tu l'as souvent dit, y compris publiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la performance. Oui, non, mais les exemples que donne Alexandre, ce sont des exemples réels. Donc, je vais pas faire comme si tout allait bien sur le réseau. Il y a des progrès quand même qui ont été, et qu'il a souligné, hein, sur les sillons. Si on se ramène quelques années en arrière, on voit bien qu'il y avait une situation de crise sur les sillons qui était sans commune mesure avec ce qu'on vit aujourd'hui. On a gagné plus de 20 points, hein, dans l'attribution des sillons aux entreprises de fret. Il y a des progrès aussi dans la ponctualité. On est sur des niveaux de ponctualité aujourd'hui qui sont bien meilleurs qu'il y a quelques années. Et je rappelle l'excellent baromètre de l'AFRA sur la ponctualité qui indique que 30% des trains de fret sont en retard à cause de SNCF Réseau, ce qui veut dire que 70% des trains de fret sont en retard à cause d'autres que SNCF Réseau. C'est le baromètre de l'AFRA, hein, donc je sais pas les chiffres de SNCF Réseau. Hein, ensuite, c'est effectivement, et tous ceux qui font du train le savent, sur les petits détails opérationnels qu'on peut gagner. Donc il faut vraiment être sur la balle en permanence pour lever les difficultés. C'est un sujet de culture aussi au sein de SNCF Réseau. Je pense que d'organisation aussi, d'organisation, de culture, de proximité avec les clients. Je pense qu'on a engagé les choses, qu'on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire, qu'on a encore des progrès à faire, que les investissements dans le réseau seront payants à cet égard parce que c'est honnêtement plus difficile pour les clients, mais pour nous aussi, d'exploiter un réseau vieillissant avec des pannes parce qu'on n'a pas investi au cours des années que quand on aura remonté la pente de ces investissements. Pour autant, on peut faire des choses sans attendre et on peut, comme on a fait des progrès sur les sillons, comme on a fait des progrès sur la régularité, comme on a fait des progrès dans certains suivis de sites ou de trains signalés par les entreprises ferroviaires, faire des progrès de manière plus générale pour offrir à nos clients et surtout aux clients de nos clients le meilleur service possible pour attirer le plus de marchandises sur le train. Donc voilà, on a du travail devant nous, on en est conscient et on est prêt à le relever
en lien avec les opérateurs, parce que c'est bien par le repérage de chaque petit point de progrès qu'on réussira globalement à améliorer la performance. Et je retiens cette nécessité d'une évolution culturelle par rapport à la ponctualité et à la qualité de service. Je vais continuer un peu le tour d'horizon des éléments qui constituent cette exploitation du fret avec Stéphanie. L'UTPF a été très présente à Ambition France Transport. Et au terme d'une année, l'année n'est pas finie, mais il n'y a pas eu de grande grève dans le fret. Est-ce qu'il faut comprendre que la construction d'un accord de branche, d'une négociation sociale dynamique, il y a encore eu récemment plusieurs accords signés par les syndicats, est-ce qu'il faut comprendre que ça permet de fiabiliser l'exploitation du fret? On sait que les professionnels sont vraiment souvent énervés par ces mouvements sociaux. Est-ce que là, on est sur la bonne voie avec cette construction d'accords de branche? Alors, en effet, la signature des 3 accords de branche au début du mois, c'est un signal extrêmement fort sur la vitalité du dialogue social au sein de la branche. On n'a pas encore achevé la convention collective, mais on est en très bonne voie. Les accords qui ont été signés sont extrêmement structurants sur la formation, sur l'inaptitude, sur la protection sociale. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on a besoin de rassurer les clients du fret ferroviaire, mais on a aussi besoin de rassurer nos personnels, nos collaborateurs, de leur dire qu'on est dans un secteur d'avenir, on est dans un secteur qui prend en charge leur avenir. En cas d'accident de la vie, on a des dispositions pour les accompagner. C'est important parce qu'on a du mal à recruter dans le secteur. On a lancé le dispositif Transformers là, avec l'appui de France 2030. On va développer des formations pour notre secteur qui vont nous permettre de recruter des talents dans les années à venir. Donc nous, on croit résolument à l'avenir du fret ferroviaire, c'est une évidence. Il y a des signaux qui sont prometteurs. Je tiens à saluer encore une fois l'organisation de la conférence Ambition France Transport. J'ai eu l'honneur d'être dans l'atelier 3 sur le financement des infrastructures ferroviaires. Systématiquement, alors c'est un atelier qui en plus marchait super bien, hein, là, pour le coup il y avait une très bonne entente au sein des participants et on continue comme dans l'atelier de Frédéric, de Raphaël pardon, à se voir. Il y a une unanimité sur le fait que quand on va travailler sur les priorités des rénovations, puisque déjà l'unanimité a été, c'est le consensus total a été fait sur l'importance de la rénovation du réseau. Quand on va prioriser les projets, c'est d'abord les projets. On a imaginé un Ferroscore avec Olga Givernet et Gilles Savary et l'ensemble du groupe de travail qui permettrait de définir les lignes qui mériteraient une attention particulière et le prisme de son utilisation pour du transport de marchandises, pour le fret, est extrêmement important dans ce Ferroscore. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont bougé. Des choses qui bougent au niveau de la branche et je dis un dialogue social qui je pense est fructueux. J'ai encore vu les partenaires sociaux hier soir qui se félicitent qu'on avance. Alors évidemment c'est parfois rugueux, mais on a signé 3 accords, c'est du jamais vu et donc c'est de bon augure. Un mot peut-être des 2 opérateurs, Raphaël et Alexandre, sur cette branche au niveau social. Ça avance bien. Vous êtes d'accord avec Stéphanie pour dire qu'il y a des éléments de sécurisation et du point de vue social? C'est difficile de dire que ça n'avance pas. Après, ce qui est bien, c'est quand on est écouté. Donc, comme on est pris, comme nous sommes écoutés, alors il faut montrer un peu des bras, mais dans le ferroviaire, on sait faire. Donc, ça progresse. Ça progresse. Alexandre? Il ne faut juste pas oublier, quand on a ces négociations, enfin, ce sont des discussions qu'on a au sein de l'UTPF et c'est vertueux de les avoir, que la structure de coût d'un train de fret et la structure de coût d'un train de voyageurs, ce n'est pas la même chose.
Et que le poids de la masse salariale dans un train de fret, il est beaucoup plus important que celui d'un train de voyageurs. Ce qui fait que quand il y a des décisions de branche, que je rappelle que la convention collective et l'accord de branche sont les mêmes, que ce soit le voyageur ou que ce soit le fret. Et lorsqu'on augmente de 1 ou 1,5% les salaires, ou quand la branche décide d'augmenter de 1 ou 1,5% les salaires sur l'ensemble du secteur, l'effet prix n'est pas du tout le même. Il suffit d'augmenter de quelques centimes un billet de train pour que ça passe, alors que nous, ça peut représenter quelques centaines d'euros sur le prix d'un train. Voilà. Et c'est beaucoup plus difficile pour un chargeur de l'accepter. Et puis, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit à propos des enjeux sociaux. Effectivement, il n'y a pas eu de grande grève cette année, mais on a eu quand même beaucoup de mouvements de grève par-ci, par-là, de grève perlée. Et je pense qu'à un moment ou un autre, et c'est là où on attendra beaucoup de Philippe Tabarot, si on peut avoir la chance de le conserver, c'est justement d'ajuster, de venir peser sur le dialogue social pour qu'on ait à un moment ou un autre un accord sur un refus de l'abus de droit de grève. On a aujourd'hui beaucoup trop de grèves perlées de 59 minutes, qui en fait ne sont pas 59 minutes, mais ça représente 3 à 4 heures de circulation de perdu. Et ça, il faut qu'on arrive à communément arrêter ce genre d'abus, parce que ça nous tue, parce que ça tue le fret. Mathieu, ces grèves locales, ces micro-grèves, c'est un souci pour Réseau à mieux les gérer? Nous, chaque fois qu'un train ne roule pas de notre fait, c'est non seulement un souci, c'est un échec. Donc, effectivement, ça nous préoccupe. C'est des choses qu'on essaye de travailler au mieux, qu'on a essayé de beaucoup travailler avec les opérateurs, que je remercie d'ailleurs de leur soutien lors d'un certain nombre de ces mouvements, parce que la solution, ça ne peut pas être non plus toujours de donner satisfaction aux revendications pour faire rouler les trains. Donc on a essayé de trouver ces points-là. On essaye aussi de mobiliser des ressources, que ce soit des ressources techniques ou des ressources humaines, pour diminuer les effets de ces mouvements. Sur le Grand Est, on a réussi un certain nombre d'opérations de ce type-là, qui permettent de maintenir le réseau en circulation, même en cas de mouvement social. Donc voilà. Et après, naturellement, l'animation du mouvement social du dialogue social au sein de l'entreprise, le fait d'essayer de trouver des points d'accord avec nos salariés, ça c'est au cœur de nos missions, pour éviter, avant que ces mouvements ne se déclenchent, qu'ils soient mis sur la table et qu'ils viennent pénaliser nos clients. Alors on a parlé financement, on a parlé performance, on a parlé social. Qui dit fret dit ligne de desserte fine du territoire, puisque une partie, je pense que François Villizot va arriver à nous la quantifier, une partie des trafics fret dépend beaucoup de ce réseau capillaire. Je vais vous demander un petit exploit, François, en quelques minutes, de nous dire un peu les contours de la mission qui vous a été confiée, sur cette énième mission, si je peux dire, sur des lignes de desserte fine du territoire. De donner quelques mots sur votre mission, sur la méthode, et puis surtout la quantification. Est-ce que c'est bien aussi important que ce qu'on dit, de maintenir en état un réseau capillaire par rapport à l'usage global du réseau pour le fret? Merci, j'ai essayé d'être synthétique. Effectivement, la mission que m'a confiée Philippe Tabarot par des travaux d'ambition France Transport, j'avais peut-être commis l'erreur de souligner, quand je fus auditionné, qu'il faudrait faire un état des lieux 5 ans après de la situation de ce segment du réseau, qui pèse en kilomètres un tiers du réseau ferroviaire français, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr moins en circulation, et l'idée a prospéré. C'est une mission en 2 temps, ce qui est assez classique. Notre première ambition, et si j'ose reprendre ce terme, est de dresser un état des lieux le plus vite possible, le plus tôt possible cet hiver, du réseau, comme nous l'avions fait en 2019, état des lieux le plus complet possible, à la fois ce qu'est le réseau, dans quel état il se trouve, quelles sont les circulations, combien coûte son exploitation, combien coûte son exploitation à SNCF Réseau, combien coûte son exploitation à un certain nombre d'autres intervenants majeurs, l'État et les régions, et quelles sont les perspectives telles qu'on peut les connaître aujourd'hui, perspectives à 10 ans, à la fois en termes de consistance du réseau, d'évolution, d'investissement prévisible. Le sujet étant un sujet, alors on manie les milliards très quotidiennement dans le monde du ferroviaire, le sujet étant à grande maille en termes d'investissement. Si on faisait tout, avec toute l'incertitude qui pèse sur les données chiffrées dont nous disposons aujourd'hui, un sujet à 7 milliards d'euros, grosso modo, ce qui est à peu près
près, il y a quelque chose de rassurant, nous étions à peu près sur les mêmes ordres de grandeur en 2019. Donc vous voyez, on a besoin de points de repère dans la vie, donc on a un repère autour de 7 milliards d'euros. Ce réseau aujourd'hui, il était indispensable de regarder comment il avait évolué et quels étaient les facteurs d'évolution. Comment il a évolué, parce que depuis 5 ans, l'effort d'investissement s'est considérablement accru. On est passé d'un rythme de 250 millions d'euros par an à quelque chose qui est plus proche de 450, avec une pointe à 500, dont on n'est pas sûr de pouvoir la tenir pour des raisons physiques en 2026, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on a dépensé beaucoup plus d'argent. Pour quel résultat? Et c'est la première question qu'il faut se poser. Pour quel résultat en termes d'évolution des trafics? Pour quel résultat en termes d'état du réseau? A-t-on réussi à stabiliser ou non la dégradation constante que l'on constatait depuis 20 ans? Quels sont les progrès et quels sont les usages et comment ont évolué les usages dans le contexte général d'accroissement des trafics que l'on constate depuis quelques années? Mathieu Chabanel le sait bien mieux que moi. Deuxième élément, quels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, qu'on n'avait pas sur le marché, si j'ose dire, en 2019-2020. Dans ce domaine-là, il y a des sujets qui sont très voyageurs, type CERM, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 sujets fret qui ont émergé. L'un qui est assez facile, que vous connaissez par cœur, c'est la stratégie nationale fret ferroviaire, l'ambition extrêmement forte de doublement des trafics à 2030 en part du marché du transport, enfin tout ce que vous connaissez par cœur et tout ce qui en découle. Le deuxième, qui est aujourd'hui encore, j'espère, pour quelques années, essentiellement un sujet de fret, c'est la question du réseau militaire. On n'en est pas encore à transporter des troupes, on en est essentiellement à transporter des matériels, ça a été dit. C'était à l'époque quelque chose qui paraissait presque historique, à l'époque. C'est-à-dire, il y a 5 ans, on se disait, bon, on a un réseau stratégique de défense, quelle est sa pertinence? On se posait à peine la question de son état, d'ailleurs, de savoir dans quel état il était. Il n'est pas toujours en bon état, il est parfois en très très mauvais état. D'ailleurs, il ne faut surtout pas faire circuler de train sur certaines sections. Bon. Donc, 2 éléments fret qui sont dans le paysage et qui nous obligent à revoir ce qu'est ce réseau. Et les travaux que nous avons conduits avec les équipes de la DGTM, avec les équipes de SNCF Réseau, les débuts de travaux avec Région de France, c'est le triangle très classique que vous connaissez, nous montrent que se poser la question du fret est pertinent. Parce que notre première surprise a été que sur un réseau, le réseau aujourd'hui circulé avec voyageurs, c'est 7000 km, vous ajoutez 2 bons milliers de kilomètres de capillaire fret. Le trafic est en croissance en nombre de circulations et en kilomètres parcourus. J'avoue que je ne m'y attendais pas dans un contexte où le conventionnel, qui est très très présent sur ces lignes-là, beaucoup plus que le combiné, enfin beaucoup plus c'est un euphémisme, le combiné est essentiellement sur le réseau structurant, et le conventionnel n'est pas nécessairement ce qui paraît le plus porteur dans le fret aujourd'hui. Nous avons une croissance du trafic. Et cette croissance du trafic, elle ne signifie pas des centaines de trains qui circulent par jour. Si on raisonne par section, on est grosso modo à 3700 circulations par jour, sont massivement des TER. Les trains de fret, c'est de l'ordre de 70-75 par jour. Si on raisonne par origine-destination, autant qu'on sache, autant qu'on connaisse les origines-destination, on est à une 50aine d'origine-destination fret pour 2200 circulations par jour. Donc on reste dans la même proportion, autour de 2%. La petite subtilité, c'est pas une petite subtilité, c'est que si on traduit tout cela en tonnes-kilomètres, on arrive à la conclusion que les petites lignes, c'est de l'ordre de 20-25% du trafic fret aujourd'hui en France. Donc si on supprimait, si on fermait toutes ces petites lignes, il y aurait une réduction, un impact de 20-25%. Il y aurait un impact majeur sur un certain nombre sur le trafic de fret et en particulier un impact majeur sur les trafics de vrac ou un certain nombre de trafics conventionnels industriels, parce que ce trafic, il est très largement fait de trafic céréalier, il est fait de trafic de carrière, ça a été évoqué, il est fait de dessertes d'usines. Tous les connaisseurs ont en tête quelques usines métallurgiques et qui sont très dépendantes d'une alimentation plus ou moins proche du site. Il y a toujours un pré- un post-acheminement sur quelques kilomètres ou voire un peu plus. Donc c'est un enjeu pour le fret considérable, parce qu'on ne peut pas concevoir l'avenir du fret et l'ambition de la stratégie nationale fret ferroviaire simplement en se disant qu'on va enfin développer des liaisons longue distance entre la péninsule ibérique et l'Europe du Nord à travers la France.
en transport combiné. Je prends ça parce que c'est une idée naturelle. D'où l'attention que nous prêterons, que nous avons commencé à prêter et que nous prêterons à ce segment de marché et à ce segment d'utilisation, avec un enjeu qui est technique, qui est tout à fait fondamental, c'est d'arriver en nous appuyant sur toutes les études qui ont pu être conduites depuis quelques années pour mieux comprendre ce qu'est la structure du trafic de fret, sur l'analyse, avoir des éléments sur l'analyse détaillée, une vraie cartographie des origines-destinations en matière de fret ferroviaire qui circulent sur cette ligne-là et qui vont à un moment ou à un autre sur le réseau structurant pour alimenter des sites majeurs. Les céréales, tout le monde connaît les flux vers Rouen ou vers La Rochelle, ou vers Dunkerque, un peu moins vers Dunkerque, qui arrivent en fret ferroviaire. Et c'est à partir de cette analyse-là qu'on pourra reposer la question de la deuxième phase de l'étude, qui est une phase de restructuration de la démarche en quelque sorte, et peut-être avec un équilibre différent à de nombreux points de vue entre l'État, SNCF Réseau et les régions, sur la place que l'on accordera au fret et la visibilité qu'on pourra donner d'ailleurs aux opérateurs du fret sur cet aspect de la qualité de service qui est la structure de la voie. Il y a bien sûr, là vient d'être évoqué de nombreux autres éléments, la structure de la voie, avec des horizons si possible de plus long terme que ceux que l'on a parfois aujourd'hui, qui sont des horizons de relativement court terme. Merci beaucoup pour cette présentation très complète de vos 2 temps de mission. Je vous encourage, comme plusieurs viennent de le faire, de poser vos questions. Il y en a une qui a justement trait à cette utilisation mixte. Comment inciter les entreprises et les collectivités à rénover, remettre en état certaines voies capillaires à l'abandon lorsque le potentiel fret et voyageurs est important? Exemple, la ligne Dreux-Chartres, potentiel céréales et voyageurs, ou Chartres-Orléans, potentiel fret granulat, céréales et aussi voyageurs. Quels sont les arguments pour inciter les uns et les autres, les collectivités et les entreprises à investir? Dominique, Mathieu, Dominique, vous êtes à la fois longtemps élu local et élu national. C'est quoi les arguments pour inciter à remettre en état ces lignes qui ont des potentiels? Je citais tout à l'heure l'exemple de la desserte au sud de Thouars vers Niort, qui retrouve justement la liaison Paris-Niort, enfin Poitiers-Niort-La Rochelle. Voilà, c'est qu'il y a un trafic qui est une demande des entreprises, et puis que les collectivités se sentent mobilisées. On a un grand souci actuellement, et je pense que François Philizot aura l'occasion d'en traiter dans son travail, c'est que les contrats de plan État-région ne sont pas tenus. Dans ma région, Poitou-Charentes, devenue maintenant, qui est entrée dans la grande Nouvelle-Aquitaine, il y a des choses qu'on a signées avec Manuel Valls, Premier ministre, et Ségolène Royal, présidente de région. Donc, vous voyez, ça remonte à un certain temps. C'était vos amis, surtout. Surtout Manuel Valls, oui. Ségolène, un peu moins. Manuel Valls, c'est toujours mon ami. Il y a des choses qu'on a signées à ce moment-là qui ne sont toujours pas réalisées, aussi bien dans le domaine routier que dans le domaine ferroviaire. Et je dois dire, je le dis devant Mathieu, que j'apprécie beaucoup, il le sait, que Réseau a joué le jeu. C'est-à-dire que même quand c'était compliqué, comme c'était au contrat de plan, Réseau a plutôt joué le jeu et les régions ont joué le jeu. Il faut aussi que les autres collectivités acceptent de participer. La malheureuse loi NOTRe de 2015 a complètement stérilisé les interconnexions de financement entre les différentes collectivités locales. Mais quand il y a une ligne capillaire importante, demander à la région d'y participer, mais aussi au département, même s'il n'a pas la compétence économique, il l'a en tout cas dans le domaine agricole, s'il s'agit par exemple de céréales, demander à une intercommunalité de participer également, c'est pas absurde, et tout le monde y trouvant son intérêt. Donc il faut trouver, ça c'est le rôle souvent des préfets de région, avec l'aide des préfets de département, de faire se parler les uns avec les autres, il faut trouver des financements communs. Enfin, un dernier point qu'on n'a pas abordé, quand on parle des OFP, moi je me souviens les premiers débats que j'avais avec notre ami Jacques Chauvineau il y a un paquet d'années sur les OFP, c'est quand même ce qui se passe dans les ports. Actuellement, dans les grands ports maritimes français, que ce soit Fos, que ce soit Le Havre ou d'autres encore, on rénove des faisceaux ferroviaires, on améliore
un certain nombre d'installations ferroviaires. Donc les patrons des grands ports maritimes français, et aussi d'ailleurs de ports secondaires qui appartiennent à des collectivités, régions ou départements, ou syndicats mixtes spécialisés, ont entrepris des travaux très importants également sur les réseaux portuaires. Alors parfois, des petits financements issus des contrats de plan, mais souvent, c'est d'autres types de financements, et souvent, c'est le port lui-même qui, dans son panel d'investissement, a décidé de rénover ou d'améliorer le système ferroviaire. Après, c'est très compliqué. On m'a expliqué, quand j'étais au gouvernement, qu'il fallait réouvrir Serqueux-Gisors, parce que la liaison de la Vallée de la Seine, chacun la connaît, chacun voit bien le point d'étranglement à Mantes, et qu'on a du mal à faire à la fois des intercités, des TER et du fret. On a réouvert Serqueux-Gisors, on a remis des TER qui viennent à nouveau d'être arrêtés, qui vont peut-être repartir. Et là, on a eu des centaines de protestations. J'ai reçu des lettres des maires, des riverains, trop contents d'habiter à côté d'une voie ferrée non utilisée, hurlant contre les poids lourds, mais furieux qu'on remette en service une voie ferrée pour faire passer des trains de fret venant du port du Havre. Bon, voilà. Donc il faut aussi, et là les élus doivent être sérieux, les élus locaux doivent être sérieux, il faut aussi pas nous raconter, il faut aussi qu'ils ne se racontent pas d'histoire. Quand on a voulu faire une autoroute ferroviaire entre le nord de la France et, grosso modo, le nord du Pays Basque, à la limite des Landes, comme on ne pouvait pas passer les trains de combinés, à ce moment-là en tout cas, entre Poitiers et Bordeaux, il y a toute une série de tunnels à Poitiers, au sud de Poitiers, autour d'Angoulême, au sud d'Angoulême, qui n'étaient pas au bon gabarit. On a essayé de les faire passer par une voie ferrée unique, qui est l'ancien itinéraire de l'État Paris-Chartres-Bordeaux, donc au sud de Niort, par Saintes et ensuite, etc. J'ai vu des maires extrêmement intelligents, pourtant très bons élus, hurler parce que pour une autoroute ferroviaire, ils avaient l'impression que leur PN en cœur de ville allait être fermé 24 heures sur 24 parce qu'il passerait un train de fret toutes les 5 minutes. On était sur des voies uniques avec des TER où il était prévu, au mieux, au début du lancement, d'en faire passer un par jour, sinon 2. Et ils ont lancé des campagnes de diffamation contre ce type de projet. Donc, il faut que les opérateurs ferroviaires et les chefs d'entreprise sensibilisent bien leurs élus locaux au fait que le fret ferroviaire, c'est mieux que le poids lourd, et qu'à chaque fois qu'ils empêchent ou qu'ils essayent de ralentir des projets de remise en état ou de modernisation ou d'accélération du fret ferroviaire, ils se mettent en travers de la décarbonation et du bon fonctionnement de l'économie française. Merci Dominique. Je donne la parole à François Filioso sur le sujet, mais gardez le micro parce que je crois que vous devez partir dans quelques minutes. Et je voudrais vous demander votre appréciation de la période que l'on vit autour du PLF 2026 et... J'ai piscine. Hein. et de la loi cadre, mais surtout le PLF. Comment vous voyez l'issue, y compris pour les professionnels qui se demandent? Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé. Tout d'un coup, il y a eu combien? 3 milliards 3 milliards 7 qui sont arrivés dans une discussion de nuit à l'Assemblée. Comment vous voyez le point de sortie dans cette période? Alors, c'est un peu difficile parce que la période est totalement inédite, mais comment vous voyez les choses, Dominique? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être 1 an ministre du budget. Je suis parti en vacances, parce qu'il n'y a plus de conseil des ministres à fin juillet. Le PLF était bouclé et on était devant les commissions de l'Assemblée en septembre. Donc, autre temps, autre mœurs. Il n'empêche qu'actuellement, le calendrier parlementaire est complètement... Enfin, on ne sait pas quel il est. Philippe Tabarot travaille beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour que la loi cadre franchisse les passages habituels en comitologie dans le Conseil d'État. Et après savoir quel sera l'emploi du temps du Parlement en janvier, sachant que nous avons des élections municipales les 15 et 22 mars, et qu'il y a toujours une période d'arrêt des travaux parlementaires en période d'élection locale aussi importante que celle-là, personne ne peut le savoir. Il n'y a plus de PLF, puisque le fait que tout ce qui a été fait en débat à l'Assemblée est tombé. Et donc, une seule voix pour. Le texte qui part au Sénat est le texte du gouvernement. Bon. Donc le Sénat va le modifier complètement. Ça va venir en commission mixte paritaire, mais la commission mixte paritaire devra trancher entre un texte du gouvernement revu par le Sénat
une assemblée qui a voté un texte qui n'est pas parti au Sénat et qui n'aura pas été discuté par le Sénat dans les termes de l'Assemblée. Enfin, voilà, j'espère être clair. Donc c'est le bordel. Voilà, pour être encore plus clair, et pardon de la vulgarité du propos. Et alors après, si ça ne marche pas, il y a la loi spéciale. Et la loi spéciale, c'est quelque chose que connaissent bien les juristes, mais qui ne permet simplement de revenir à la loi de finances de l'an passé. C'est-à-dire que, par exemple, les énormes besoins du ministère de la Défense, arbitrés comme tels, et à juste titre par le président de la République, ne seront pas pris en compte. Donc ça veut dire que les commandes à nos industries d'armement, etc., à un moment grave pour la paix en Europe, seront retardées. Sans parler des projets d'investissement, de la FIFT, etc., etc. Donc c'est une situation très très compliquée. Moi je souhaite de tout mon cœur d'anciens parlementaires et d'anciens membres du gouvernement que le gouvernement arrive à trouver des solutions. Mais la Ve République n'est pas faite pour la tripartition. Donc dès qu'on rentre dans la tripartition à l'Assemblée nationale, quels que soient les efforts très méritoires et l'habileté, l'intelligence de notre Premier ministre, que je connais de longue date et dans lequel j'ai confiance, les choses sont très difficiles. Donc PLF, pour l'instant, il n'y en a pas. Et la loi 4, j'espère qu'il y en aura une. En tout cas, que hommage soit rendu à Philippe Tabarot, qui se bat pour tenir les délais et tenir la copie dans l'esprit de la conférence. Et on l'entendra tout à l'heure. Donc voilà, et vous lui direz que je l'ai dit, hein, naturellement. Si je vous comprends bien, pas d'euphorie au regard des chiffres qui circulent depuis quelques semaines, mais un peu d'inquiétude quand même pour l'arrivée. Aucun chiffre ne tient pour l'instant. Voilà. Puisque quand ça part de l'Assemblée au Sénat, qu'il n'y a pas eu de vote positif de l'Assemblée, ça revient dans le texte du gouvernement. Donc les bons chiffres dans le texte du gouvernement peuvent être tenus, mais des chiffres qui ont été rajoutés, qui parfois étaient intéressants dans les amendements parlementaires, ne tiennent pas pour l'instant. Et de ce point de vue, les aides à la pince ont été confirmées par le ministre dans le projet du gouvernement, si je n'ai pas raté les derniers épisodes. Merci Dominique de nous avoir rejoints. Je crois qu'on peut remercier Dominique Bussereau, président d'Ambition France Transport. François Philizot, vous vouliez rebondir juste sur cette question. Juste très rapidement, pour aller dans le sens de Dominique Bussereau, effectivement, j'ai moi-même un peu mouillé le maillot, comme on dit facilement, pour expliquer que Serqueux-Gisors n'était pas l'abomination de la désolation aux élus et aux populations du Val d'Oise. Ça n'est d'ailleurs pas l'abomination de la désolation. On m'a répondu un soir très, très gentiment en réunion que le fret ferroviaire, c'était très bien, mais que ça devait passer ailleurs, par Amiens d'ailleurs en l'espèce. On m'a dit il n'y a qu'à faire passer les trains par Amiens. C'était une répartie très représentative de ce qu'est pour beaucoup de nos concitoyens la compréhension du sujet. Il y a l'idée générale que c'est bien, parce que c'est plus vertueux, et puis le train garde une très bonne image de marque. Et puis en même temps, quand on descend dans la réalité quotidienne, il y a une méconnaissance totale du sujet. Ce qui veut dire qu'il y a un très gros travail de pédagogie et que ce travail de pédagogie doit reposer sur une analyse aussi complète que possible de tous les éléments apportés par les filières et les opérateurs du fret ferroviaire. Si on parle céréales, expliquer qu'il faut, ou granulat d'ailleurs, parce qu'un intervenant à la fois transporteur et carrier est venu me voir pour me parler d'une ligne célèbre en Ile-de-France, un des rares capillaires fret d'Ile-de-France, il y a quelque temps. Bon, il faut être en situation d'expliquer ce que ça signifie, parce que si vous dites bon, on a besoin d'exporter la filière céréalière française, ne s'équilibre que parce qu'elle exporte une bonne moitié de sa production, et notamment vers du grand export, et notamment par les ports, et qu'il faut l'emmener en train parce que le seul avantage comparatif économique du blé français, c'est ça, la compression et la sécurité des coûts logistiques par rapport à l'Ukraine ou à la Russie pour des raisons qui ne vous échapperont pas. Bon, on n'a pas nécessairement convaincu les citoyens. Donc il y a nécessité de travailler sur ces enjeux de compréhension, et puis les opérateurs économiques, évidemment, quand on raisonne silo, de faire en sorte que tout cela soit le plus rationnel possible. Plus rationnel possible, c'est pas gagné dans l'état actuel du débat public. Une question posée sur l'appli. Nous constatons une recrudescence très forte des attaques de convois des opérateurs combinés ces derniers mois. La situation est inquiétante et des clients choisissent déjà le report sur la route
SNCF Réseau est-elle au courant? Que peut faire Réseau pour accompagner les opérateurs dans la sécurisation? Peut-être juste avant de donner la parole à Mathieu, Alexandre, Raphaël, il y a une inquiétude sur ces transports sur ces convois de combinés? Des vols sur les trains, il y en a toujours eu, et malheureusement, je dirais qu'il y en aura toujours. Ce qui est assez nouveau aujourd'hui, c'est plutôt des attaques en masse dès qu'un train est arrêté. Et ça, c'est très préoccupant parce que il nous arrive d'être calés parfois en rase campagne au milieu de nulle part, et tout d'un coup, on voit arriver une équipe constituée avec des meuleuses, des disqueuses qui viennent ouvrir les wagons, qui viennent parfois cisailler complètement une porte pour pouvoir accéder à la marchandise. Et ça, c'est préoccupant. Alors, je te laisse la parole parce qu'en fait, on travaille beaucoup, nous, avec les équipes donc, d'Olivier Bancel, Paul Mazato, justement pour essayer de sécuriser tout d'abord les endroits où on va s'arrêter. Parce que quand on fait des relèves, un train, il fait en moyenne, un train de combiné fait 750 mètres. Ça veut dire que s'ils vont attaquer les dernières remorques, le conducteur de train, même s'il descend, il ne verra absolument rien et on n'a pas la possibilité de sécuriser l'ensemble des triages. Mathieu, je te laisse la parole parce que... Non, mais j'aurais pas dit mieux. Effectivement, on a, oui, le phénomène est préoccupant et nouveau dans l'ampleur, exactement comme le décrivait Alexandre, dans l'ampleur qu'il connaît. Donc, on a lancé un travail avec 4F, le GNTC et nous, de manière à identifier les sites. Mais parfois, ce qui est troublant, c'est que c'est sur des sites impromptus, d'arrêt impromptus, et pour autant, les bandes repèrent les trains et agissent. Donc, repérer les sites, trouver les moyens de sécurisation, associer les pouvoirs publics, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui, à un moment, excède un peu les capacités des opérateurs du ferroviaire, que ce soit le réseau ou les entreprises ferroviaires en matière de sécurisation, puisqu'on est, dans un certain nombre de cas, vraiment dans du crime organisé, et non pas dans j'allais dire des vols d'opportunités comme on en a toujours connu. Donc il y a des marchandises ciblées particulièrement? Oui. Raphaël, on va peut-être pas donner le manuel, mais oui. On est entre nous, il n'y a pas de potentiel. Alors quand j'avais dit il y a quelques années, on est entre nous, ça t'avait choqué. Mais en effet, on n'est pas que entre nous. Et je suis pour la liberté de la presse, mais je le dis aux journalistes qui sont dans cette salle, le meilleur pub pour ceux qui s'amusent aujourd'hui à arriver avec des meuleuses, c'est que ce soit dans la presse même spécialisée. Voilà. Donc c'est plus en effet le combiné qui est touché, c'est plus certains qui veulent montrer qu'ils font du fret ferroviaire, ce qui est bien, mais c'est bien s'ils faisaient moins de communication. Donc je pense que, en effet, je me permets de vous le dire, évitez de mettre un grand titre demain en disant qu'aux journées OFP, on a appris qu'il y avait des attaques de diligence maintenant, parce que ce ne sera pas une bonne communication. Et les clients n'ont pas besoin de ça. Autre question qui est posée, est-ce que le fret ferroviaire en France est en train de croître? Quelle est l'évolution, la répartition Hexafret, opérateur alternatif? Est-ce que quelqu'un a les chiffres? Peut-être Mathieu? Moi, j'ai pas les chiffres de la répartition entre les opérateurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2025, on est sur une année de croissance. Plus 3% en premier semestre. Le mois d'octobre est le meilleur mois d'octobre depuis de nombreuses années, puisque c'est au moins depuis 5 ans le meilleur mois d'octobre qu'on a connu. Donc il y a vraiment une tendance nette à la croissance. Et cette croissance, elle est portée par le combiné. Très, très clairement, le combiné va atteindre 50% des trafics sur le réseau, ce qui était un niveau qui n'avait pas été atteint dans le passé. Le conventionnel, c'est très variable. On a sans doute une meilleure campagne céréalière cette année que celle qu'on avait connue l'année d'avant, donc il y a un peu de redressement, mais c'est très variable. C'est aussi très lié à l'activité économique du pays qui connaît un certain nombre de difficultés, mais le combiné tire aujourd'hui les trafics vers le haut. On parle beaucoup des céréales, mais il n'y a pas que des céréales dans le conventionnel. Je sais que vous le savez tous, il y a tous les carburants, il y a quand même énormément la chimie, etc. Voilà, donc, mais alors après, il y a toujours une morosité ambiance, mais on voit bien que quand on va vers des clients, qu'on leur propose des solutions, j'insiste bien, et qui sont en relation avec un travail qui est fait en amont avec Réseau, eh bien, on arrive à faire des trains. Voilà.
Évidemment, il faut proposer des solutions viables. Il faut proposer un taux de performance qui soit au niveau. Il faut qu'on ait des coûts au bon niveau. Tout ce que je dis, c'est tout à fait évident, mais peut-être que certains se reconnaîtront en disant que parfois les coûts, on ne les répercute pas ou on souhaite plutôt prendre des parts de marché plutôt que de jouer le marché et la profession et les clients. Donc moi, je dis attention, c'est important. On est dans un pays où il y a peu d'entreprises ferroviaires, hein. Je pense qu'ici, il y a un représentant d'une grande entreprise chimie qui me disait il n'y a pas si longtemps que ça que c'était plus facile d'avoir plusieurs offres en Allemagne qu'en France. Donc, c'est-à-dire qu'en France, quand on a, ils reçoivent peut-être 2 offres. Voilà. Donc, c'est un sujet. C'est un sujet parce que ça suppose d'être structuré, d'avoir les hommes et les machines au bon endroit, et puis surtout d'avoir un service de qualité. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le service de qualité, c'est ça aussi qui fera grandir le fret ferroviaire. Les chargeurs le disaient tout à l'heure. Bon, de bonne ou mauvaise foi, je ne sais pas, mais de dire que ça reporte plus vers le routier que le ferroviaire, bon, je pense qu'il n'y a pas que de la bonne foi là-dedans, mais il est vrai que s'il y avait que beaucoup de qualité de service, pas que demander à réseau, mais aussi chez nous, les opérateurs, ça continuerait à mieux développer le fret ferroviaire. Stéphanie. Oui, je voulais juste apporter quelques éléments. J'ai dit tout à l'heure que j'étais résolument optimiste sur l'avenir du fret ferroviaire. Vous aurez cet après-midi un atelier collaboratif sur le programme RIMOV de certificat d'économie d'énergie. Il y a 2 éléments qui sortent majeurs, selon moi, qui sortent de ce programme tel qu'on le pilote à l'UTPF avec nos partenaires GNTC, Objectif OFP, SNCF Réseau, AFRA. Alors, premier élément, ce programme nous a permis de lancer un appel à projet sur des flux innovants. Et d'abord, je tiens à signaler que ces appels à projets, parce qu'on on a réalisé 2 avec l'ADEME évidemment, on a vu arriver des nouveaux clients, des secteurs qui s'étaient jusqu'à présent jamais intéressés au fret ferroviaire et qui s'y intéressent et qui proposent des flux, enfin qui proposent le report modal de leurs marchandises. Alors, une chaîne de restauration rapide, c'est quand même assez contre-intuitif. Mais je trouve que ce sont des signaux, certes encore faibles, mais en tous les cas qui sont très encourageants. L'autre élément, Valérie Cornet de la UTF tout à l'heure, il faisait référence à l'étude qu'on a financée dans le cadre de ce programme également. L'étude sur le potentiel du fret ferroviaire à horizon 2032, et je rejoins complètement ce que vient de dire Mathieu sur le dynamisme du combiné. On est aujourd'hui à 382 circulations de fret. On passerait à 628 en 2032, d'après cette étude qui a été réalisée auprès de toutes les filières industrielles et agricoles qui seraient susceptibles de passer sur le fret ferroviaire. Avec effectivement un gap, on passe de 156 en transport combiné à 336 et de 226 en conventionnel à 292. Effectivement, donc l'effet multiplicateur du combiné est bien plus important que le conventionnel, mais en tous les cas, les 2 progressent de façon dynamique sur la décennie 2022-2032. Donc voilà. C'est des éléments que je voulais apporter pour exprimer aussi mon optimisme sur l'avenir du fret ferroviaire. L'indicateur, c'était le nombre de trains de circulation. De circulation. Donc on était quasiment à plus 100%. On passe de 382 à 628. Bon, Bon, on est quasiment au doublement du fret ferroviaire. Quasiment. Quasiment. Si je calcule bien. Voilà. On revient aux objectifs de la CNDFF que tu évoquais tout à l'heure. Il y a une question qui est plutôt une remarque. Doubler le fret ferroviaire d'ici 2030, il va peut-être falloir s'y mettre. Bon, les perspectives, malgré tout, sont bonnes. Et de ce point de vue, je crois, Raphaël et Alexandre, que le gouvernement a prolongé, a reconduit dans sa copie du PLF 2026 des aides qui étaient à un moment menacées. Quelle est la réalité ? Il était moins une, puisque quand on a eu rendez-vous à Matignon, peut-être qu'on nous a dit, mais est-ce que les aides, vous ne pensez pas qu'à un moment, il ne faudrait peut-être pas les arrêter ? Voilà. Donc évidemment, elles sont quand même faibles, même si ce n'est que 200 millions par an. Mais si on les arrête, ce qu'on a expliqué, c'est qu'on retirera le dynamisme
Et surtout, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas d'autre solution. Qu'on fasse venir des investisseurs privés pour permettre d'améliorer la performance, d'avoir des investisseurs privés qui vont, de par leur action, supporter le fret ferroviaire. Oui, on pourra à ce moment-là avoir une baisse des aides, mais dire on baisse les aides pour baisser les aides. Alors aussi, on est parfois un peu dans un monde où on communique pas suffisamment sur nos réussites. Et c'est dommage. Parce que vous voyez, même jusqu'à Matignon, alors ils étaient loin, puis la personne qu'on voyait était, alors je ne sais plus quel Premier ministre c'était entre les deux, encore deux. Je crois que c'était entre, bref, peu importe, mais c'était au moins entre trois, puisqu'il y en a eu trois. C'était même après Barnier. Mais tu vas finir par donner toutes les sources, même si les gens n'ont pas changé, heureusement. Mais voilà, le sujet, c'était, nous on a dit, donnons à ce moment-là, et moi je le dis à vous tous, donnons et communiquons sur les belles réalisations dans le fret ferroviaire. On a poussé au niveau de l'atelier 4 d'avoir des pilotes pour montrer que le fret ferroviaire, avec les autres modes de transport, que ce soit le fluvial, le routier et le, qu'est-ce que j'ai dit, fluvial, routier, ferroviaire, merci, donc j'ai commencé par ça, c'est rassurant, qu'on a des vrais pilotes avec des financements locaux et avec des opérateurs qui veulent le faire, et non pas d'aller chercher des grandes idées qu'on ne mettra jamais en œuvre. Voilà, j'insiste, faisons-le, parce que dans les ministères, alors on a un allié avec Philippe Tabarot, mais pourvu que ça dure, ça n'a pas toujours été Philippe Tabarot, et il n'y a pas eu toujours cette sensibilité. Philippe, là, depuis la loi climat et résilience, il continue à l'avoir avec nous encore dans ce qu'on appelle le PLF. Les aides, en effet, normalement, elles devraient être renouvelées, mais on en a en effet besoin, que ce soit pour le combiné, que ce soit pour l'aide à la pince, que ce soit pour le wagon isolé, et ça, c'est important. Le wagon isolé, Mathieu, ça en est où par rapport au combiné, par rapport au conventionnel? J'ai pas de chiffres ici, donc je ne veux pas dire de... Alexandre? C'est compliqué d'avoir les chiffres. C'est très compliqué d'avoir les chiffres. On les demande régulièrement et c'est très compliqué. Voilà. Il faut vraiment se poser la question de la pertinence du modèle de subvention aujourd'hui. Il y a un ministre des Transports qui nous avait dit lors d'un entretien, tu te souviendras Raphaël, que l'État assumait de ne pas taxer la route et de venir subventionner le ferroviaire pour pouvoir améliorer sa compétitivité. Il ne faut pas non plus qu'on retourne dans un travers de venir financer des choses qui ne sont pas en développement. Et aujourd'hui, on voit bien que le transport combiné est en développement, que le transport conventionnel, malgré tout, il y a quand même des projets aujourd'hui et que c'est aussi un mode qui a vocation à se développer. Et surtout, si on vient maintenir le niveau d'investissement et l'augmenter sur les capillaires, parce que c'est extrêmement important. Et encore une fois, le préfet Philizot l'a rappelé, hein, une grosse partie du conventionnel vient des capillaires et c'est extrêmement important. En revanche, il faut se poser la question sur un marché en décroissance qu'est le wagon isolé. Est-ce qu'on doit maintenir un niveau de subvention sur le wagon isolé ? La frustration crée le désir. Je sais que tu as perdu des volumes de wagons isolés, donc on va pas parler de toi, mais quand même, donc c'est pour ça que tu es un peu pas content. Mais tu as raison, parce que ceux qui ont décidé au-dessus de toi ont décidé à Berlin et pas à Paris. Mais si je me souviens bien. Mais je dis attention aux wagons isolés. Ce que veut dire Alexandre, c'est peut-être le seul propos sur lequel je vais m'entendre avec lui. Pas que aujourd'hui, puisqu'on s'entend plutôt bien. Mais le sujet, c'est la transparence des aides versées dans le rapport de la DGITM. Voilà. Et je pense que c'est bien s'il y a plus de transparence. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le wagon isolé parce que tu en as perdu. Voilà un sujet pour un journaliste, hein, par exemple. Voilà. C'est bien, je fais mon marché en même temps. Ouais, c'est très bien. Je voudrais terminer cet échange sur la loi cadre avant que le ministre n'intervienne. Mathieu Chabanel, qu'est-ce que SNCF Réseau attend de la loi cadre? C'est une revendication ancienne du secteur que d'arriver à planifier des investissements. Qu'est-ce que SNCF Réseau attend? Alors d'abord, la loi 4 ne sera pas la loi de programmation, hein. Il y a bien une mécanique en deux temps, le ministre l'expliquerait mieux que moi, mais la partie programmatique, elle interviendra bien dans une loi ultérieure. Moi, je pense que dans la loi cadre, l'attente première, c'est de fixer
dans la loi, ce qui a quand même un poids encore plus important, les conclusions générales d'Ambition France Transport. Donc les sources de financement possibles, notamment au travers des autoroutes vers d'autres modes, et notamment le ferroviaire, hein, puisque la conclusion n'était pas tout va au ferroviaire, hein, mais le fait que les excédents dégagés des autoroutes pourront financer les infrastructures de transport dans notre pays, dont les infrastructures ferroviaires. Voilà, tracer ces perspectives-là, si possible en mentionnant, alors dans la loi, pas dans la loi, est-ce que ça relève de la programmation ou pas, des montants, hein, puisque c'était quand même là aussi une conclusion forte de Ambition France Transport. Et puis après, il y a des séries de dispositions qui sont attendues, je pense, de pas mal d'acteurs plus ponctuels, qui pourront venir dans la loi cadre pour sécuriser le cadre juridique dans lequel on travaille. Parce que tout sera lié, loi cadre, loi de programmation, contrat de performance. Tout ça doit aller ensemble, logiquement? Oui, alors, pour tout dire, un côté SNCF Réseau, et en accord avec le ministre, on s'est mis dans la logique, et plus que dans la logique, on s'est mis dans la pratique d'investir 1,5 milliard d'euros de plus en 2028. On n'a pas attendu ni le contrat de performance, ni la loi cadre, ni la loi de programmation. On a d'ores et déjà passé, et on a communiqué là-dessus au mois de septembre, un certain nombre de marchés qui nous permettront de faire les travaux de 2028 sur des montants à hauteur des 4,5 milliards d'euros qui ont été indiqués. Alors on n'a pas encore tout passé, mais vous savez bien, et vous êtes les premiers concernés, qu'il faut qu'on programme ces travaux de manière à pouvoir derrière voir comment gérer les circulations, de manière à pouvoir là aussi recruter les gens, passer les marchés avec les entreprises de travaux. Donc tout ça, aujourd'hui, nous, on est lancé sans attendre les autres étapes. Les autres étapes, elles vont conforter notre dynamique et nous donner les moyens de nos ambitions et les moyens de ce qu'on a engagé. Mais on part lancé. Parce que ces premières étapes sont permises par la dynamique des recettes du groupe. Ces premières étapes, elles sont permises par la dynamique. Donc sur 26-27, hein, les besoins sont couverts. Mais sur 28, c'est le conseil d'administration de SNCF Réseau, où à la fois le groupe SNCF et l'État sont représentés et j'allais dire sont les actionnaires de notre entreprise, qui nous a donné le feu vert pour y aller. Donc voilà, on va bien dans cette direction. Donc après, c'est 2029, 2030. C'est ça, les années suivantes, maintenir ce niveau d'investissement, puisque ce n'est pas en une année qu'on aura réglé les problèmes du réseau. Raphaël, un mot sur cette question? Pour compléter ce que dit Mathieu, l'avantage de la loi cadre, parce qu'on avait parlé d'abord d'une loi programmation, donc on a été un peu frustré parce qu'on ne l'a pas eu, mais il faut savoir que c'est la première étape juridique. Donc la loi cadre donne le cadre, et ensuite c'est une loi de programmation. Dominique Bussereau, je ne vais pas le contredire, on ne va pas faire un débat de juriste, mais les militaires ont une loi de programmation et elle est décorrélée du PLF. Heureusement pour eux et heureusement pour nous. Donc si on peut avoir, nous, une loi, en effet, de programmation qui le permet, on aura à ce moment-là une vraie vision pour le fret ferroviaire et aussi pour les autres infrastructures de transport. Voilà. Alors pour terminer sur une note positive, il y a une question qui s'adresse à vous cinq. Outre les arguments qui ont été exposés depuis ce matin, qu'en est-il des moyens de communication pour informer, séduire et convaincre les chargeurs, puisque ce sont eux un peu les décideurs en dernier lieu? Comment informe-t-on un chargeur qui n'utilise plus le rail depuis 15-20 ans qu'il existe des dispositifs? L'exemple des AMI, des appels à manifestation d'intérêt en région Centre-Val de Loire est formidable, mais trop peu de chargeurs sont au courant. Est-ce que vous avez chacune, un ou deux conseils, une ou deux recettes pour convaincre ces chargeurs qui ont, encore une fois, la décision? Stéphanie? C'est derrière moi, Osez le faire. C'est un programme qu'on a développé encore une fois dans le cadre du programme RIMOV pour faire de la communication sur le fret ferroviaire.
On a déployé aussi toute une série de formations, c'est 10 formations par an à peu près, ça s'appelle Savoir le faire. Ce sont des formations gratuites, elles font presque le plein à chaque session. Donc ça marche très très bien. Oser le faire aussi, la communication est vraiment très large. Donc voilà, tout ça a été déployé cette année. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ça portera ses fruits à très court terme. Est-ce que chacun a une idée, une suggestion, Raphaël ? On a beaucoup misé aussi sur les SRADET pour pouvoir communiquer et mieux sur les moyens de transport et notamment dans le fret ferroviaire. Mais je parlais tout à l'heure d'un projet pilote très rapidement. C'est justement par la volonté des acteurs locaux que l'on soutient, que ce soit le GNTC, que ce soit l'AFRA, que ce soit l'ensemble des associations, Réseau aussi, puisque Réseau est parti. Et si je prends Strasbourg, Réseau a mis des moyens à disposition pour permettre au port de pouvoir faire la promotion du fret ferroviaire. Donc ça, c'est pris en charge par le port de Strasbourg. Tout ça, c'est des petites actions locales qui, évidemment, peuvent aider. Il y a évidemment des régions qui sont moins favorisées par le ferroviaire. Si on prend la Bretagne, il y a quand même une grosse lacune ou moins de voies ferrées que dans les autres régions. Ça a été un choix à un moment, mais voilà, ça permet, on a moins la possibilité, puis on est quand même sur des 4 voies qui permettent d'avoir beaucoup plus de fret routier. Voilà, mais simplement des actions locales, on le voit bien, même le président de la région à Rennes fait une promotion. Après, c'est à nous, les acteurs, d'aller apporter les solutions avec les chargeurs représentés par la UTF et les différentes associations. C'est ça qu'il faut continuer à faire. Une idée ? Oui, je rejoins ce que dit Raphaël. Hein. Le local, nous on organise des forums régiaux fret pour essayer de sensibiliser, où on invite les chargeurs pour les mettre en relation effectivement avec les entreprises ferroviaires. Et puis moi ce que je trouve fort dans Oser le faire, c'est le chasser en meute. Hein. AFRA, GNTC, Objectif OFP, SNCF Réseau, UTPF. Il y a 5 ou 6 ans, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir des initiatives regroupant tous ces acteurs-là pour promouvoir le fret ferroviaire. Et je pense qu'une filière qui agit ensemble, même en communication vis-à-vis de l'extérieur, c'est une filière qui est beaucoup plus forte qu'une filière qui passe son temps à se déchirer. Et du seul point de vue de SNCF Réseau, de réunir le commercial et l'exploitation, hein, avec cette modification d'organisation, ça aussi comme objectif. Ça, c'est pour répondre aux attentes d'Alexandre. Ça, c'est juste pour Alexandre ? C'est ça. Oui, je suis un client choyé. Non, mais non, de tous les clients, réunir le commercial et l'exploitation, c'est effectivement passer l'étape d'après on a une posture ouverte commerciale, on progresse sur les sillons, et maintenant il faut qu'on progresse aussi sur l'exploitation du quotidien. Donc c'est bien pour répondre à la demande de nos clients. Ces programmes, ils sont super parce qu'ils vont vraiment aller évangéliser les chargeurs eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a une formatrice de talent qui fait les formations Savoir le faire. Et c'est quand même très, très bien fait. Il y a quand même le lien qui manque aujourd'hui. Souvent, le prescripteur, c'est pas tant le chargeur que son transporteur. Et très souvent, c'est le transporteur qui va proposer des solutions de transport à son chargeur qui n'a pas forcément le réflexe d'aller voir le ferroviaire aujourd'hui. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des transporteurs qui commencent à s'y mettre, les transports Lae, Portman, je ne peux pas tous les citer, mais il y en a beaucoup qui commencent vraiment à rentrer dans le dur et qui investissent et qui se mettent dans une dynamique d'investir, Combronde, qui ouvre des terminaux. C'est aussi ça, l'évolution du secteur. Maintenant, il faut que les grands logisticiens, il faut que les grandes plateformes logistiques s'y mettent. Et ce sera l'objectif, c'est vraiment là, c'est vraiment que eux commencent à comprendre ce qu'est le ferroviaire, investissent dans des moyens humains pour le ferroviaire. François ? Oui, tout ce qui a été dit va dans le bon sens. Il y a un gros effort de pédagogie et pour créer un entraînement collectif. Tout le monde sait qu'il y a encore quelques années, dans les écoles de logistique, on n'apprenait ni le fer ni le fluvial d'ailleurs. Ce qui a été dit sur le fer vaut pour le fluvial. Je pense qu'un des éléments très importants est de montrer que dans les... Je vais jargonner un peu, dans les approches territoriales du système logistique, le fer a toute sa place et qu'il est intégré. Je pense à la question des pré- et post-acheminement, par exemple, qui valent pour la plupart des trafics. Si on n'a pas un réseau routier qui est adapté, si on a un plan de circulation qui ne permet pas d'arriver avec un camion, l'opérateur économique qui va dire la collectivité locale ne veut pas en fait du fer, ça ne l'intéresse pas. Donc construire des visions locales qui intègrent le fer et le construire en articulant les besoins des acteurs économiques et tous les outils de planification et d'investissement public qui permettent de faire circuler la marchandise selon les modes de transport de la façon la plus fluide possible est quelque chose d'absolument indispensable.
J'ai oublié tout à l'heure de vous poser la question sur les délais de remise de votre rapport, enfin de votre rapport en 2 étapes. Je crois qu'il y a un délai assez proche. Oui, Il y a une deuxième échéance. Le début de l'hiver pour l'état des lieux, un peu plus tard, on verra quand dans le printemps pour la suite, parce qu'il y a un moment quand on parlera programme ou classification ou péage, pour prendre des sujets simples, absolument simples. Bon, il faudra prendre le temps de faire les choses sérieusement, quoi. Donc on attend ces 2 échéances. On me dit, alors je me tourne vers Philippe, le ministre arrive dans 3 à 5 minutes. Eh bien, ça nous laisse le temps de prendre encore des questions puisque j'en ai sous les yeux. L'impact de la modernisation des wagons sur la qualité des trafics. Est-ce que c'est un enjeu majeur pour vous, les DAC? Non? Oui, je vais répondre d'abord, mais non. Non, il y a pas. Je pense pas qu'on ait assez de mouvements de wagons en France pour venir rentabiliser un investissement tel que le DAC. Alors la digitalisation des trains, oui, le monitoring des wagons, de l'état des wagons, oui, la transmission en temps réel des problématiques de fiabilité des locomotives et des wagons, oui. Le DAC aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements pour finalement un effet, mis à part l'effet sécurité, parce que c'est quand même aujourd'hui un élément sécuritaire, mais mis à part l'effet sécurité, je ne vois pas, moi, d'amélioration significative apportée par le DAC. C'est exactement les innovations qu'on ne veut pas. C'est en fait les innovations techniques qui ne tiennent pas compte du besoin. Non mais, parce qu'on peut créer le besoin, ça on le voit tous, c'est tout très facile. Donc le DAC aujourd'hui ne répond pas à un vrai besoin. Et puis surtout, qui va payer ? Qui va payer dans cette pièce ? 1, ce ne sera pas l'État, 2, ce ne sera pas les chargeurs, ce ne sera pas les wagonniers, donc personne ne va vouloir payer. Et c'est estimé 30 milliards, 90 milliards, puis après moi j'ai lâché les évaluations. Donc non, comment ? Et des milliards. Voilà. Donc en fait, là, le sujet, c'est non, c'est une innovation qui ne nous intéresse pas. Et je pense que, alors ça peut faire rêver, je suis désolé, ceux qui sont dans des entreprises qui veulent absolument vendre une nouvelle innovation. Mais encore une fois, travaillons d'abord les cas d'usage avec les acteurs et après, permettons aux acteurs d'avoir la bonne innovation. Voilà, soyons, si je vais parler un peu anglais, soyons plutôt au market pool que techno-push. Voilà. Voilà, c'est la note de fin de cette table ronde. Je crois qu'on peut remercier évidemment tous les intervenants, Dominique Bussereau et les 5 autres intervenants, avec un mot particulier pour le duo Raphaël Doutrebente, Alexandre Gallo, qui a été à la hauteur de sa réputation. Merci messieurs. Le moment est arrivé de la conclusion, non pas de cette journée, puisqu'il y aura des débats cet après-midi, mais de cette matinée. Et je vais vous demander d'accueillir le ministre Philippe Tabarot, auquel j'ai 2 messages à transmettre à l'issue des débats de ce matin. Philippe Tabarot, ministre des Transports. Merci Philippe d'être ici avec nous devant les professionnels. La salle est comble. Encore une fois, et ça fait de très nombreuses années qu'Objectif OFP organise cette journée qui fait figure de vrai rendez-vous des professionnels du fret ferroviaire. J'ai 2 messages à faire passer. Le premier, vous l'avez entendu vous-même, Dominique Bussereau, qui a dit beaucoup de bien de ton passage. Quand je dis passage, en tout cas, de ton bail prolongé au ministère des Transports, et il a tenu à ce que ce message soit transmis, et puis aussi les opérateurs, sous le contrôle de Raphaël Doutrebente et Alexandre Gallo, qui ont... Voilà. Et qu'il était satisfait des relations nouées avec le ministère, la DGITM. Donc voilà les 2 messages, et maintenant, je te laisse t'adresser aux professionnels ici réunis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Philippe François, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Président Directeur Général de SNCF Réseau, que j'ai déjà vu hier soir et que je retrouve avec plaisir ce matin,
cher Mathieu Chabanel. Alors je salue, puisqu'il a eu des mots agréables à mon endroit, mais je l'aurais salué de toutes les manières, le président d'Ambition France Transport, Dominique Bussereau, qui, je sais, a, comme d'habitude, pu accaparer et vraiment passionner l'assistance par rapport à sa connaissance de la matière, bien sûr, et puis par rapport à son investissement qui reste toujours aussi important dans le secteur des transports qu'il continue à servir. Et j'ouvre une parenthèse, je me félicite tous les jours de l'avoir choisi pour animer notre petite équipe de d'Ambition France Transport. Monsieur le préfet honoraire, cher François Philizot, alors je ne sais plus quel numéro encore, c'est le Philizot 1, si c'est le Philizot 2 qui est avec nous, ou en tout cas, plus sérieusement, cher François, je suis ravi de vous avoir et de vous voir ce matin, mais je suis surtout ravi de pouvoir vous confier encore une nouvelle mission parce que, de manière très objective et de la vie générale, et c'est pas Stansart qui est à vos côtés qui va me contredire, vous êtes la référence sur la connaissance du réseau, n'est-ce pas, cher Mathieu? Il connaît encore mieux le réseau que le PDG de SNCF Réseau. Ce que je dirais également aux politiques, c'est qu'il connaît, et je prends ma part, il connaît mieux la carte électorale et les résultats des différentes élections depuis probablement le retour du général en 58, et il n'y a pas un canton dont il ne connaît pas par cœur les résultats des échéances électorales. Plus sérieusement, c'est un bonheur, en dehors des missions qu'il a pu avoir au service du pays, qu'il continue à servir les mobilités à travers la mission que je viens de lui confier, dont j'attends très prochainement, cher Monsieur le Préfet, cher François, ces résultats. J'étais à l'instant à l'Assemblée pour les questions orales du mardi matin et les lignes de desserte fine du territoire étaient pratiquement toutes les questions que j'avais la chance d'avoir en tant que ministre des Transports et que j'ai avec beaucoup de courage renvoyé au rapport Philizot. Voilà. Monsieur le Président de l'UNICTO, cher Claude, c'était, je sais, des fonctions précédemment de Dominique Bussereau. Tu prends la suite et c'est un beau sujet aussi, moi qui ai dirigé pendant quelques années les chemins de fer de Provence. Donc, je suis très fier, je sais le rôle de l'UNECTO sur tous ces sujets. Monsieur le Président de l'Alliance 4F, Raphaël, merci pour tes mots. Quand je suis arrivé, de dire je ne demanderai rien à l'État, ça a sonné. Alors j'ai pris un morceau où j'ai entendu ce que j'ai voulu entendre, mais en tout cas j'ai fait un résumé très court du sujet. Je vois Alexandre pour la FRA aussi. J'ai cru comprendre que vous avez animé particulièrement tous les deux le débat, et je n'en doute pas un instant, monsieur le délégué général. Mesdames et messieurs, chers amis du rail, du fret ferroviaire et combiné, venus nombreux pour cette rencontre annuelle. Un mot d'abord pour vous remercier pour votre invitation et ces échanges passionnants ce matin. Vous avez eu, je le sais, 2 tables rondes, une consacrée au report modal et puis celle-ci sur les suites d'Ambition France Transport. Je présenterai début 2026 au Parlement la grande loi cadre pour les transports. Le Premier ministre l'a confirmé le 15 octobre en précisant, et c'est très important, que ce texte sera examiné en miroir des travaux sur la décentralisation. Avec ce texte, nous allons graver dans le marbre de la loi les conclusions d'Ambition France Transport, la grande conférence de financement des mobilités que nous avons organisée. Je dirais, mamie, que j'ai organisé, que nous avons organisé ensemble, parce que vous avez été, pour la plupart d'entre vous, particulièrement présents, participatifs en termes d'investissement au niveau qualitatif, quantitatif. Et cette conférence qui a été admirablement présidée, je l'ai dit, par Dominique Bussereau. L'ensemble des acteurs du fret a participé activement, assidûment aux travaux de l'atelier, et nous l'avons souhaité, d'un atelier consacré justement au report modal et au transport de marchandises. Je veux être très clair, nous devons renforcer la place du fret dans le transport de marchandises dans notre pays. C'est évidemment absolument clé pour accélérer la décarbonation des chaînes d'approvisionnement et de la logistique.
Ça l'est aussi pour désengorger nos routes, les rendre plus fluides et plus sûres. En 2021, avec la loi Climat et Résilience, nous nous étions fixés, pour un des rapporteurs que j'étais au Sénat, l'objectif ambitieux, celui de doubler la part modale du fret d'ici 2030, passant de 9% à 18%. Alors j'arrivais au Sénat, j'étais peut-être encore plein d'utopie, plein de bonne volonté. Je me rendais peut-être pas compte de la difficulté et de l'ampleur de la tâche, mais je ne suis pas un garçon qui renonce facilement. Je sais qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes, mais qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras, on recule? Je ne sais pas faire. C'est au contraire le moment de redoubler d'efforts. Chaque tonne transportée par rail compte. Dans la loi 4, nous allons acter une hausse de l'investissement dans les réseaux de transport et notamment notre réseau ferroviaire de l'ordre, cher Mathieu, d'1,5 milliard d'euros par an supplémentaire à compter de 2028. Je me réjouis que tu aies d'ores et déjà lancé 2 contrats d'envergure avec des groupements industriels pour commencer les premiers travaux. Cet effort, nous allons le financer grâce notamment au fléchage. Le terme que Bercy ne supporte pas, le fléchage des recettes des péages dans le cadre des futures concessions autoroutières. Une ressource pérenne, une ressource stable qui permet d'accroître l'effort d'investissement sans lever plus d'impôts, sans alourdir la dette. Plus d'investissements pour la régénération et la modernisation de nos infrastructures ferroviaires. C'est un réseau qui est plus performant pour transporter les marchandises. Et c'est donc, in fine, plus d'attractivité pour le fret ferroviaire. Un petit mot sur le PLF, je ne peux pas ne pas en parler. J'imagine que vous l'avez évoqué ce matin. À plus court terme, nous sommes, vous le savez, en pleine période de discussion budgétaire. Enfin, discussion, c'est encore un terme qui n'est peut-être pas approprié parce qu'on entend quelquefois, notamment chez nos amis députés, avec une configuration assez inédite pour ce budget 26, où le Parlement est plus que jamais au cœur de la construction des textes. Pour reprendre les mots du Premier ministre, le gouvernement propose, le Parlement débat, et à la fin, ce sont les députés et sénateurs qui votent, de par notamment la décision du Premier ministre de ne pas utiliser l'article 49-3 de notre Constitution. Nous entamons au Sénat cette semaine la première partie du PLF, celle consacrée aux recettes de l'État pour financer les politiques publiques. Dans un contexte budgétaire exigeant, où chaque euro compte, nous proposons un choix fort, protéger et amplifier notre soutien au fret, qui est un pilier de la transition écologique et de la souveraineté logistique. Parce que chaque wagon qui roule, chaque conteneur qui bascule du camion vers le train, c'est moins de CO2 émis dans nos territoires, c'est moins de camions sur nos routes et plus de résilience dans notre économie. Alors, dans le cadre de ce PLF 26, j'ai défendu avec énergie, je peux vous le dire, j'ai des témoins, celui qui n'a pas de témoins est un menteur, j'ai des témoins. J'ai défendu avec énergie les crédits alloués au soutien du fret. Nous avons ainsi obtenu la préservation de ces derniers, malgré la très forte contrainte budgétaire. Je sais que cette victoire est partagée avec l'écosystème, même si le terme n'est pas terrible, mais en tout cas, c'est celui qu'on va employer. Vraiment, vous tous et vous toutes, qui vous êtes mobilisés pour démontrer l'importance économique du soutien de l'État au fret. J'ai eu besoin de vous, vous êtes montés au créneau, les premiers. Vous avez utilisé vos contacts au plus haut sommet de l'État pour me soutenir dans mon action. Et une nouvelle fois, merci de l'avoir fait. On a obtenu un certain nombre de résultats dans le contexte si difficile que l'on connaît. Nous devons continuer à défendre cette position dans le cadre des débats du budget qui se poursuivent au Sénat. Car le fret, plus que les autres secteurs, a besoin de visibilité et a besoin de stabilité pour assurer, bien sûr, les circulations et des marchés sur le long terme. Je continuerai à défendre le fret avec vous dans ce cadre. Et plus que jamais, la priorité collective sur laquelle le gouvernement est mobilisé à 100%, c'est de faire en sorte, et c'est tellement important, que la France dispose d'un budget pour 2026, au plus tard le 31 décembre. Ne vous laissez pas déstabiliser par tout ce que vous pouvez entendre sur tout ce qui aurait été voté en première partie ou qui a été voté en première partie à l'Assemblée, mais qui, pour beaucoup de mesures, n'est pas constitutionnel. Ne pensez pas non plus qu'avec une loi spéciale, la partie est réglée et que tout va rouler très facilement. Non, il faut
prioritairement et de manière absolue un budget pour la France avant le 31 décembre, un budget et une loi de finances, ainsi qu'une loi de finances pour notre sécurité sociale. En résumé, je ne le clame pas sur les toits, mais la réalité est là. Dans un contexte où tous les budgets sont sous tension, notre ministère fait figure d'exception en voyant ses moyens confortés dans la copie proposée par le gouvernement. Ces choix ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le fruit d'un dialogue exigeant et même, j'assume, d'une forte de bras de fer avec Bercy. Surtout, ils s'inscrivent dans une stratégie qui est claire. Je vous l'ai dit à l'instant, stabiliser pour donner de la visibilité aux acteurs et sécuriser les investissements. Cibler les leviers les plus efficaces pour booster la compétitivité et accélérer la décarbonation. Et puis moderniser nos infrastructures, stimuler l'innovation, faire de la France le leader européen d'un fret durable. Je veux ici saluer le travail exemplaire de l'Alliance 4F, dont les initiatives comme le programme Ulysse tracent la voie de l'avenir du fret. Nous nous appuierons sur vos travaux pour aller plus loin, pour aller plus vite. Je souhaite rappeler que grâce aux aides de l'État, le coût de circulation des trains de fret en France est aujourd'hui parmi les plus compétitifs d'Europe, 1,08 € par train-kilomètre contre 2 € en moyenne européenne. Nous avons créé les conditions pour gagner. Maintenant, agissons. 2026 doit être l'année où nous passons à la vitesse supérieure. Alors, Monsieur le Préfet Philizot, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour réaffirmer également notre engagement indéfectible en faveur des lignes capillaires, aussi des lignes capillaires fret, un maillon essentiel de notre réseau logistique et de notre souveraineté économique, mon cher Mathieu. Dans cette perspective, un effort financier sans précédent sera déployé. Un montant global de 474 millions d'euros sera mobilisé dans le cadre du volet ou des volets mobilité entre 23 et 27 des contrats de plan État-région. L'État y contribue à hauteur de 213 millions d'euros, marquant ainsi notre volonté de soutenir activement la revitalisation et la modernisation de ces infrastructures stratégiques. Certains pourraient dire, mais voilà, dans la période financière que l'on traverse, est-ce que c'est indispensable d'investir autant sur notre réseau? Moi, j'y crois. Et si on ne le fait pas maintenant, comme ça a dû être dit ce matin, je l'imagine par Dominique et les autres intervenants, on crée une dette grise qui fait que si on repousse ces échéances, les investissements dans les années futures seront encore plus importants, peuvent doubler, voire tripler. C'est la raison pour laquelle il faut faire ces choix budgétaires maintenant, même si c'est très contraint, c'est indispensable pour que l'addition ne continue pas à monter. C'est le cas pour les petites lignes, cher François Philizot. Nous avons parlé lors de la précédente table ronde des lignes ferroviaires de desserte fine, les fameuses petites lignes. Vous l'avez dit, elles représentent près d'un tiers de nos 28 000 km de voies ferrées. Non, ces lignes ne sont pas les grandes oubliées d'Ambition France Transport. Les conclusions ont justement insisté sur le besoin de relancer un travail de revue générale de ces lignes. C'est d'ores et déjà engagé. J'ai fait appel dès le début du mois de septembre au préfet Philizot pour qu'il conduise ce travail. En février 2020, il avait déjà présenté son rapport, un rapport très utile d'un premier état des lieux. Ces lignes sont historiquement un levier incontournable de l'aménagement et donc pour la cohésion de nos territoires. Il va falloir faire des choix. Regarder finalement l'intérêt socio-économique de chaque ligne et voir où sur les territoires une desserte ferroviaire est pertinente. Et dans ce cas, l'État sera pleinement aux côtés des collectivités et de la SNCF pour garantir la pérennité de ces lignes. Je pense bien sûr aux investissements, cher Mathieu, mais je pense également à l'exploitation avec des matériels qui soient beaucoup plus adaptés. Et avec tout ce que j'ai vu, que ce soit lors des rencontres à Orléans, que ce soit dans les différents congrès de l'AMF, de l'ADF ou de Région de France, on voit que le matériel est en train de s'adapter et nos constructeurs à pouvoir mettre du matériel qui soit plus léger et qui fasse que le référentiel soit beaucoup moins lourd et financièrement apporté pour nos territoires. Mais il faut aussi se donner les moyens de mettre le bon service au bon endroit en fonction des besoins. 6 ans plus tard, il faut que nous étudions l'ensemble des possibilités, des opportunités pour maintenir des transports efficients dans ces territoires et conserver ce maillage territorial efficace tellement important à notre pays, tellement important à la France.
On le voit dans toutes les études, et vous avez l'occasion pour un certain nombre d'entre vous de les présenter. À chaque fois qu'il n'y a pas de solution de mobilité, c'est là où la colère gronde dans notre pays, où les voix extrêmes se font le plus en plus entendre et voir, et quelquefois sentir par rapport à des situations de mobilité qui sont assez désespérantes et qui donnent le sentiment à ces territoires d'être abandonnés. La santé et les mobilités, je pense que ce sont les vrais thèmes qui inquiètent nos concitoyens et qui se disent que quelque part, il y a une France à deux vitesses selon qu'on habite dans un territoire un peu oublié ou même très oublié comme ils le pensent ou dans une grande métropole. Un mot sur les projets d'infrastructure de fret pour revenir au sujet qui vous intéresse, mais je sais que d'une manière générale, c'est le ferroviaire qui vous intéresse. Je le disais, moderniser et régénérer le réseau existant, c'est indispensable, c'est urgent. Pour accélérer et renforcer l'importance du transport de marchandises par le train de notre pays, nous avons besoin de nouvelles infrastructures d'envergure. J'ai eu l'occasion de le rappeler devant les sénateurs au début du mois. Je serai toujours là pour défendre de grands projets utiles pour nos concitoyens, utiles pour nos entreprises. Je pense au projet de liaison transfrontalière Lyon-Turin qui va permettre le transport à travers les Alpes franco-italiennes de 25 millions de tonnes de marchandises sur les rails. À l'heure où je vous parle, sur les 164 km nécessaires à la partie transfrontalière, près de 45 ont été réalisés, dont près de 19 km du tunnel de base dont la mise en service est prévue à la fin 2033. Je pense aussi à l'autoroute ferroviaire sur la façade atlantique. J'ai eu l'occasion d'inaugurer, qui relie Cherbourg dans le Cotentin à Muguer au Pays Basque, dont, comme je vous l'ai dit, j'ai pu constater la réussite et la belle réalisation de ce terminal de ferroutage. J'y étais au mois de juillet dernier de mémoire. Enfin, pour notre filière logistique, pour qu'elle demeure compétitive, plus que de réglementation, nous avons besoin d'innovation. J'ai lancé cet été l'appel à projet logistique 4.0 de France 2030, mon cher Farès, qui doit permettre de soutenir les initiatives en faveur notamment de la digitalisation des chaînes logistiques. Il est ouvert jusqu'au 16 janvier 2026. À quelle heure? Jusqu'à quelle heure on peut remettre les dossiers? Midi. Ne vous laissez pas entraîner. S'il y en a qui viennent... Bon, bah. Et si c'est le 16 janvier après-midi, c'est cuit? Bon, de préférence le matin, alors. Allez, au plus tard. Candidatez, chers amis, soyez audacieux. Voilà, je voulais vous dire en conclusion que je suis fier de notre filière, de votre filière du fret ferroviaire. Je suis fier que vous soyez toujours aussi ambitieux, malgré les coups durs que vous ramassez quelquefois. Le fret, je le sais, j'y crois, de beaux jours devant lui. C'est ensemble que nous le construisons pour avoir un transport de marchandises plus décarboné, résilient, plus multimodal. Et permettez-moi pour terminer et conclure un petit mot personnel sur deux choses. Quand la question s'est posée de ma continuité au gouvernement, et comme Gilles Dansard l'a dit avec beaucoup de tact tout à l'heure, je suis encore là, oui cher Gilles, je suis encore là. C'est pas totalement le fruit du hasard, c'est parce que quand la question m'a été posée, quand on m'a dit que j'avais ce choix à faire et que le Premier ministre m'a fait l'immense honneur de vouloir me reconduire dans mes fonctions, à la fois dans ce qu'on a appelé le Cornu 1, qui a duré une nuit, mais dans le Cornu 2, qui devait durer 3-4 jours supplémentaires, quand il m'a posé la question de savoir si je souhaitais repartir dans ce gouvernement, tout en me rappelant que ça allait peut-être être pour une courte durée, que mon parti politique, de ce que j'avais compris, n'était pas fan que je reste en responsabilité. Je me suis dit que quelque part j'avais pris des engagements avec vous pendant tous ces mois, voire toutes ces années quand j'étais au Sénat, et que je devais tout faire pour essayer de les tenir. Alors on a, quand on est ministre, des fois le sentiment que on est irremplaçable. Je sais que je ne suis pas irremplaçable, mais par contre je sais que vous avez besoin de continuité dans l'action politique, que vous avez besoin de continuité dans l'interlocuteur, dans les interlocuteurs que vous pouvez avoir au gouvernement. Et puis quelque part aussi, quand
le Premier ministre m'a proposé pour les transports d'avoir un ministère de plein exercice qui ne soit pas dépendant, avec toute l'amitié que je leur porte, du secteur de la transition écologique ou du secteur des territoires, de se dire que pour la première fois depuis 1988, il y avait un ministre des Transports de plein exercice. J'ai eu la faiblesse de répondre positivement et puis à titre personnel, vous imaginez bien que quelqu'un qui vous fait confiance le dimanche soir en vous choisissant parmi les 14 premiers ministres de la République, je ne me voyais pas lui dire le jeudi soir « Écoute, ça va être difficile pour toi, donc bon, je vais attendre de voir comment ça tourne. Si ça marche bien, je viens au gouvernement, mais bon, pour l'instant, j'attends de voir. » Non, je lui ai dit « Si tu t'engages comme tu l'as fait à pouvoir donner les moyens à mon ministère de pouvoir fonctionner, si tu t'engages, et il l'a fait, à annoncer une grande loi cadre au début de l'année au Parlement, je serai de toutes mes forces à tes côtés, quel que soit le prix politique à payer, parce que je sais que j'ai cet engagement vis-à-vis de vous. Et un dernier mot encore, et je pense vous l'avoir prouvé aujourd'hui, certains ont eu la gentillesse de me le faire remarquer, c'est une journée un petit peu spéciale pour moi. J'ai réduit beaucoup mon emploi du temps, j'ai été aux choses essentielles, c'est-à-dire répondre aux questions au gouvernement, au Parlement. Mais voilà, il y a quelques années, mon papa et ma maman ont eu une grande joie à 3 h du matin, c'est de voir le petit Philippe arriver dans leur foyer. Et donc, comme vous l'avez compris, et merci pour vos applaudissements, c'est mon anniversaire. Tout ça pour avoir ces applaudissements. Mais pour vous dire que quand très gentiment les membres de mon cabinet, notamment Kevin et Fares, je donne les noms, je donne pas les adresses. Les adresses, vous la connaissez, hein, 40 rue du Bac, vous pouvez les retrouver, mais pas les téléphones. Quand ils m'ont dit « Monsieur le ministre, on vous allège vraiment le programme, on fait le strict minimum, c'est-à-dire aller répondre aux questions au gouvernement, et on m'a parlé de la tenue de votre assemblée », j'ai dit non. Voilà, je souhaite y être, même si c'est une journée particulière pour moi, parce que c'est important de leur dire que, allez, même s'ils ne font pas partie de ma famille directe, quelque part, c'est dans la grande famille du monde des transports, et ce moment qui est important dans la vie d'un homme ou d'une femme, de passer une année supplémentaire, de pouvoir le passer avec des gens avec qui vous travaillez, avec des gens avec qui vous êtes en confiance, des gens qui vous font confiance et qui vous soutiennent dans toutes les épreuves. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil sympa, donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si vous comprendrez que je ne passerai pas ni l'après-midi ni la soirée, encore moins avec vous, mais je peux vous dire que ça a été un bonheur de faire ce passage éclair, que je vous dis tout simplement vive le ferroviaire, vive le fret ferroviaire et vive la France. Merci. Philippe Tabarot, ministre des Transports. J'avais prévu de me rattraper en disant qu'on ne sait pas de quoi sera faite l'année prochaine, mais une chose était sûre, c'est qu'il y avait un an de plus aujourd'hui. C'est fait. Merci beaucoup. Peut-être une photo avec le président sur scène, le président de Objectif OFP. Et puis merci beaucoup d'avoir rejoint cette assemblée. Je vous donne un mot du programme cet après-midi, 14h30, reprise des débats, et puis le mot du président à 16h. Et je vous laisse tous les deux pour la photo protocolaire de cette journée OFP.